Donc, le plan de la soirée. Alors, en première partie, on verra comment trouver des biens rentables avec des décotes qui peuvent aller jusqu'à 70% en dessous du prix du marché sans devoir faire des dizaines de visites. Donc ça, c'est vraiment une méthode de prospection qui, aujourd'hui, dans le marché actuel, va nous intéresser. En deuxième point, on verra les 4 outils pour connaître tous les biens aux enchères près de chez vous. Donc il y a des outils spécifiques, on verra ça. On verra également la procédure en 5 étapes pour réussir vos enchères immobilières. Il y a une procédure précise pour faire les choses correctement. En quatrième point, on verra les stratégies et les étapes clés pour acheter au meilleur prix. Et enfin, en dernière partie, on verra quel type d'enchères et quel type de biens sont à privilégier pour avoir des biens rentables. Dites-moi dans le chat si ce programme vous convient, si ce sont des sujets, des questions qui vous intéressent. J'attends vos réponses dans le chat. Et en attendant, je vais regarder déjà ce qu'il y a. Je vois qu'il oui, il y a les personnes se connectent. Voilà, donc Kama, Audrey me dit oui, ok, super. Donc je reviens sur les 5 points. Donc comment trouver des biens rentables en dessous des prix du marché. J'en profite, je les répète parce que je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Donc les 4 outils pour trouver tous les biens aux enchères près de chez vous. La procédure en 5 étapes pour réussir vos enchères. Les stratégies et les étapes clés pour acheter au meilleur prix. Donc là, c'est plein de petites astuces, des pépites que Guillaume va nous livrer. Et quel type d'enchères et quel type de biens sont à privilégier. Kama me dit, cela me convient, avec un pouce. Charlie nous dit nickel. Audrey, oui. Ok, c'est bon. Super. Écoutez, on va donc avancer. Avant que je laisse la parole à Guillaume, je voulais aussi vous dire qu'à la fin de la conférence, on a préparé un cadeau pour vous. Donc c'est un guide, en fait c'est un guide avec un lexique complet sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc là, vous aurez tous les termes. C'est un outil pratique pour maîtriser les termes et le langage spécifique à l'univers des enchères. Donc restez bien jusqu'à la fin de la conférence, on vous enverra le cadeau. Donc, qui a été préparé par Guillaume. Pour bien profiter de la conférence, je vous invite aussi à fermer toutes les sources de distraction, comme votre téléphone portable, vos notifications, vos réseaux sociaux. Si vous avez des enfants, assurez-vous qu'ils sont bien couchés ou que quelqu'un s'en occupe. Et ensuite, prenez également de quoi prendre des notes. Mettez-vous dans un endroit calme et si vous voulez être à l'aise, prenez une petite boisson pour être à l'aise. Ce soir, on est entre nous, on est à l'aise et on est là pour échanger, pour partager. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, c'est fait pour ça. Voilà, tout est dit. Je vais laisser la parole à Guillaume et surtout, dans un premier temps, j'ai déjà, Guillaume, te demander de nous parler de ton parcours. Qui es-tu et pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier? Et ensuite, on prendra la première partie. Donc je te laisse la parole. Dis-nous, voilà pourquoi aujourd'hui tu es là ici devant nous pour partager ton expertise et surtout pourquoi, quel est le but profond qui t'a amené à investir. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Je suis très très content d'être là avec vous, de pouvoir partager des choses. J'espère que ça va susciter plein de questions. En tout cas, j'ai hâte d'y répondre et j'ai hâte qu'on échange tous. Merci beaucoup Eric de m'accueillir. En tout cas, ça fait très plaisir. Avec plaisir. Mon parcours d'abord et puis ensuite je vous dirai un petit peu comment j'en suis venu à l'immobilier et pourquoi et ce qui m'anime. Et vous allez voir que c'est assez puissant et que l'immobilier a vraiment changé ma vie. D'où je viens, alors je suis Guillaume Virondeau, donc j'ai 35 ans au moment à aujourd'hui, 36 dans quelques mois. J'ai un parcours juridique. Moi, je vis près de Limoges. J'ai fait mes études en partie à Limoges, en partie à Bordeaux, des études de droit. J'ai 2 masters, master droit des affaires, master en droit du financement et du recouvrement. Et ensuite, je me suis choisi un métier un petit peu particulier, un petit peu atypique, parce que je suis devenu huissier de justice. J'ai choisi ce métier, alors non pas par passion pour ce qu'il représente, ni même par forte conviction personnelle, mais moi j'aimais à la fois le droit, le juridique et en même temps le terrain et l'humain. Et du coup, c'est vrai que c'était un métier, un des seuls métiers dans le droit qui regroupait les deux. Je me voyais pas exercer en restant H24 assis dans un bureau derrière un ordinateur. Je voulais sortir, aller voir des gens, aller à la rencontre de personnes et aller sur le terrain.
Donc je suis devenu huissier, je me suis installé, j'ai exercé pendant 6 ans, de juin 2015 à tout début janvier 2021. Et j'ai changé parce que finalement mon statut ne m'allait plus. Être huissier, c'était bien, c'était mon objectif, mais j'étais devenu esclave finalement de mon quotidien et de ce que je voulais pour moi. Il faut savoir que mon plan à moi sur le long terme, mon plan de vie, ce que je disais, ce que je partageais à ma femme, qui était ma compagne à l'époque pendant mes études, c'est que moi, ce que je voulais, c'était dans la mesure où j'avais pas de rêve, de carrière rêvée parfaite et de passion dont je pouvais faire un métier. Mon idée, mon objectif, c'était d'avoir une bonne situation, d'avoir de bons moyens financiers, une belle capacité d'emprunt, de me la construire, tout simplement pour me constituer pendant toute ma vie et le plus tôt possible un patrimoine immobilier qui serait payé et pouvoir prendre ma retraite à horizon de 45 à 50 ans. Vraiment, ma deadline, c'était 50 ans. Grâce à l'immobilier, j'arrête de travailler, j'arrête toute activité professionnelle. Puis vous allez voir que finalement, c'est devenu un petit peu plus tôt que prévu, ça s'est un peu chamboulé, et notamment parce que j'étais dans une situation inconfortable. Quand bien même j'étais à mon compte, j'avais mon étude, on avait une structure relativement belle, hein, on était 9 associés, une cinquantaine de salariés, on avait 6 sites différents d'exercice, mais voilà, le quotidien était lourd, était compliqué, plus de 70 heures par semaine, je ne voyais plus ma femme, que j'aime par-dessus tout, et du coup c'était compliqué, et il y a eu un électrochoc, il y a quelque chose qui s'est passé, tout simplement, fin 2018, on a pris la décision de faire un enfant, et quand ma femme m'a annoncé tout début 2019 qu'elle était enceinte, et l'électrochoc est arrivé, j'ai pris conscience finalement vraiment de là où j'étais, de quelle était ma situation, et que le petit bout qui allait arriver, finalement il allait arriver dans un univers où papa serait pas là, où je ne serais pas là pour le voir grandir, pour en profiter, pour l'élever, pour échanger. Et au-delà même de ça, de mon absence, les moments où je serais présent à la maison, je serais stressé, mal dans ma peau, parce que j'étais plus à l'aise avec cette situation, avec là où j'étais. Ça devenait pesant et lourd à porter pour moi. Et donc, je me suis bougé les fesses, et en fait, j'ai compris à ce moment-là que j'avais trouvé mon pourquoi, un pourquoi très fort, et c'est ce qui m'a permis d'appliquer finalement le plan. Ça faisait des années que j'avais un plan qui était d'investir dans l'immobilier et de partir à la retraite à 50 ans, mais j'avais fait zéro. Je me focusais, j'étais concentré uniquement sur mon activité professionnelle, et je consacrais aucun temps à l'immobilier, si ce n'est en temps de lecture, je rentabilisais tous mes trajets en voiture parce que j'avais beaucoup de voitures, et du coup, écoute de podcasts, écoute de vidéos, lecture matin, soir, etc. pour me sortir justement un petit peu de l'aspect juridique, mais voilà, en lien avec l'immobilier. Donc j'avais acquis beaucoup de connaissances, mais j'avais rien fait en pratique. Et donc du coup, à partir de 2019, j'ai dit allez, tu te bouges, tu mets en pratique ce que tu as, et quand le petit bout va arriver, il faut que tu aies avancé. Et le fait est que du coup, en 8 mois, j'ai acheté 9 lots. Donc quand mon fils est arrivé en octobre 2019, j'avais acheté 9 lots, j'ai continué un petit peu par la suite, et puis le confinement est passé par là, et quand le confinement est arrivé, finalement j'ai pris la décision de vendre mes parts plus tôt que prévu, parce que j'ai découvert ce que c'était finalement la vie à la maison, même si j'avais pris un peu plus de temps avant, la vie avec ma femme, avec mon fils, du temps, beaucoup plus de temps à leur consacrer. Et puis je me suis dit, allez, tu vas te bouger, tu vas te mettre dans l'immobilier bien comme il faut, et tu vas faire ta vie avec. Ce qui fait que j'ai vendu mes parts donc fin 2020, tout début 2021, et j'ai continué à acheter des lots, et notamment par le biais des enchères immobilières, que je connaissais bien parce que j'ai traité un peu plus de 120 dossiers, entre 120 et 130 dossiers de vente sur saisie immobilière ou sur liquidation quand j'étais en activité en tant qu'huissier. Vous allez comprendre dans quel contexte l'huissier intervient, on en reparlera tout à l'heure. Donc j'avais vu pas mal de choses à ce sujet-là, mais côté investisseur, ça n'avait pas fait tilt. Alors, je m'y suis intéressé après, ça s'est débloqué effectivement, et c'était effectivement un bel avantage, celui d'avoir été huissier, parce que j'avais pas les barrières psychologiques que peut avoir un investisseur qui démarre de zéro, qui connaît pas l'univers des ventes judiciaires, et notamment les audiences, les avocats, etc., etc. Moi, ça faisait partie finalement de mon quotidien. Donc j'ai mis un certain nombre de choses en place, je me suis intéressé aux enchères, et à aujourd'hui, donc quelle est ma situation? Aujourd'hui j'ai 15 lots, entre temps il y en a qui ont été achetés et revendus, mais au jour d'aujourd'hui j'ai 15 lots. Je suis donc expert immobilier agréé par la Chambre des experts immobiliers de France, j'ai passé mon agrément l'année dernière. C'est mon activité, on va dire principale ou semi-principale, parce qu'il y a beaucoup d'immobilier aussi. Mes lots, ils sont répartis sur 4 départements, donc vous voyez, j'étends un petit peu, je vais là où les opportunités sont, ou tout du moins où je pense qu'elles sont.
Et puis en parallèle de ça, bah, évidemment, j'ai du temps pour ma famille, je consacre beaucoup de temps à mon fils, à ma femme. Je Mmh. continue, c'est l'objectif, d'aller toujours vers plus de liberté, plus d'indépendance. Et puis je suis aussi formateur sur une plateforme de e-learning dans le domaine des enchères immobilières. Je suis coach et dans le domaine de la fiscalité immobilière aussi. Et l'immense avantage que moi je vois, et ce qui fait aussi que l'immobilier c'est mon pourquoi, c'est que ça amène de la sécurité à la fois au jour d'aujourd'hui en termes de temps, mais aussi s'il m'arrive quelque chose, c'est un moyen pour moi de sécuriser ma famille. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est vrai que lorsqu'on lève de la dette, lorsqu'on s'endette, qu'on emprunte pour acheter de l'immobilier, ben on prend une assurance aussi. Les banques prennent une Mmh. assurance sur votre tête, et donc ça Ouais. veut dire que si demain il m'arrive quelque chose, ben mon patrimoine est entièrement payé Mmh. et ma femme et mon fils ont cette protection-là. Ils ont deux options, soit les loyers vont rentrer et puis ma foi, ils ont cette tranquillité-là, ou bien si ma femme ne veut s'occuper de rien, ben, ma foi, elle revendra et puis elle aura le capital qui lui permettra un temps de sérénité du moins. Ça Mmh. remplace pas un papa, mais ça amène plus de sécurité. Et moi, ça me sécurise de savoir ça dans mon quotidien aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un avantage du crédit dont on parle très peu, mais quelque part, c'est certainement la meilleure assurance vie, puisque Mmh. en fait, c'est vrai que ta famille ensuite est libre elle est assurée elle est assurée, donc elle a plus à payer les mensualités. C'est ça, c'est exactement ça. Elle bénéficie du travail qui aura été fait bah, par moi-même, en l'occurrence en amont. Ouais. Et Mmh. du coup, c'est vrai que d'avoir ça, ça permet de se sécuriser un petit peu. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait du fait d'avoir investi et d'avoir pu changer de vie, on va dire, par rapport à ton activité précédente? Ouais, complètement. Ça va faire bientôt 2 ans donc que j'ai revendu mes parts, hein, et effectivement, c'est aucun regret, loin de là. C'est que du bonheur. Bah, encore une fois, hein, de continuer. Puis c'est que le début, hein, parce que 2 ans, ça passe très vite. Donc continuer l'immobilier, continuer à développer mes autres activités autour de l'immobilier, et puis me consacrer un petit peu bah, à l'activité de formation qui est née là depuis quelques mois, notamment sur la plateforme Exos Digital entre autres. Et puis voilà, ouais, non, non, c'est que du bonheur, cette nouvelle vie, ma Mmh. foi. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière, ça c'est sûr. Ouais, je te comprends. Bah, on a un parcours qui est un peu similaire. Moi, c'était aussi mon pourquoi. C'était la famille, le fait de m'occuper de mon fils, surtout, voilà, d'avoir du temps et surtout de le voir grandir. Ouais, c'est des motivations fortes, c'est vrai. Ouais. Le temps passé ne se remplace pas. Et ça, c'est vrai Mm. que j'ai mis longtemps à le comprendre, mais quand c'est la naissance de mon fils m'a permis de comprendre notamment ça. Ouais. Ok. Bah, super. Merci pour ton partage d'expérience. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou est-ce que tu veux Oh, qu'on je pense rentre? que j'ai assez parlé de moi, là, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. C'est ça que les gens Ouais. sont venus Tiens, je écouter, vais hein. peut-être avant de commencer, on va juste faire un rapide sondage pour savoir parmi les auditeurs qui a déjà, enfin leur niveau de connaissance par rapport aux ventes aux enchères, si pour savoir si voilà ils ont seulement entendu parler ou si certains ont assisté aux ventes aux enchères. Donc je vais rapidement publier un sondage. Vous allez le voir apparaître sur la droite. Il y a un petit onglet sondage qui apparaît à côté du chat. Et là, vous pouvez répondre aux questions, au sondage, et on fera un petit point tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, je vous laisse répondre. On se donne quelques minutes, et en attendant, on va commencer sur la première partie. Donc, je vais juste partager l'écran, juste pour rappeler le thème de la première partie, et puis je te laisse prendre le relais. Ok. Donc comment trouver des biens rentables jusqu'à 70% au-dessus du prix du marché et sans faire des dizaines de visites? Alors 70%, on a mis jusqu'à, les mises à prix sont même inférieures, hein, à 70%. Et après, effectivement, c'est le jeu des enchères qui va faire monter et qui fait qu'on peut avoir un bien à moins 70, moins 50, voilà. Donc, ah, on voit plus ton écran, Non, je l'ai fait Eric. volontairement, en fait. C'était juste Ok, pour rappeler top, le c'était pour point. me lancer, ça marche. Ouais. Et donc, pourquoi c'est possible, comment c'est possible d'aller trouver des biens justement autant en dessous du prix du marché? Qu'est-ce qui fait que c'est possible et pourquoi les enchères immobilières judiciaires, c'est intéressant? Et c'est sujet à bonnes affaires. Alors, le mot est lâché, judiciaire. Pour vous définir justement ce dont on va parler précisément, on va parler de ce que ce n'est pas. Et donc, on va parler ici strictement, moi, ma méthode, ce sont les enchères immobilières judiciaires, donc les ventes qui se font
au tribunal et pour lesquels il faut un avocat. On y reviendra dans le détail ensuite. Mais voilà pour planter le décor. Enlevez-vous de la tête l'image que peut-être certains d'entre vous ont, qui est celle qu'on voit sur les chaînes de la TNT, émission américaine, où vous avez alors ça doit être un commissaire-priseur là-bas, qui installe une petite estrade devant la maison qui vient d'être retapée par l'investisseur et qui a son maillet, le chapeau de cow-boy sur la tête, et il y a une assemblée d'une dizaine de personnes, et les ventes se font comme ça, un petit peu à la criée, avec le coup de marteau à la fin. En France, ça n'a strictement rien à voir. Ça ne se passe pas comme ça, une vente aux enchères immobilières judiciaire. Ça se passe dans l'enceinte du tribunal, dans une salle d'audience et en présence d'un magistrat qui va présider l'audience et qui va finalement timer un petit peu la chose et avec des avocats qui seront là pour enchérir. Donc vous voyez, la version française est beaucoup plus cadrée. On est vraiment dans un cadre strict. Juste avant que tu continues, en fait, juste Ouais, pour dire, en France, il y a 3 ou 4 différents types d'enchères, hein, c'est bien ça? c'est ça. Parce En que fait, moi, je te pose la question parce qu'avant de te connaître, j'avais assisté à des ventes aux enchères, mais c'était des ventes aux enchères chez les notaires. Et en fait, je pensais voilà, que j'avais vu une vente aux enchères, mais je savais pas qu'il existait d'autres types de ventes aux enchères. Et en fait, suite à ces visites chez le notaire, j'avais déduit que c'était pas trop intéressant. Mais en fait, je savais pas qu'il y avait d'autres types. Donc peut-être si tu peux c'est rappeler. Voilà, c'est effectivement un des types de vente aux enchères. Alors, il y en a, on va dire trois voire quatre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a les ventes aux enchères devant notaire, qui sont effectivement de vraies ventes aux enchères. On porte enchère et c'est le notaire qui va déclarer quand le bien est vendu. C'est nettement moins intéressant que les ventes aux enchères judiciaires, tout simplement parce que la plupart des ventes qui passent par devant le notaire, même si ce sont des enchères, en fait, ce sont des ventes volontaires. Donc, c'est le vendeur ou un agent immobilier qui volontairement va mettre en vente le bien par le biais des enchères et par le biais du notaire, par son intermédiaire, pour tirer un meilleur prix tout simplement dans son intérêt à lui. Il arrive aussi souvent que le notaire vende un bien par ce biais-là, tout simplement parce qu'il y a des notaires qui ont aussi une activité de transaction immobilière et ça leur permet finalement de maîtriser toute la boucle. Ils rentrent un bien qu'ils commercialisent, ils le vendent aux enchères et ensuite ils signent l'acte de vente. Donc oui, on a voilà. La boucle est bouclée, comme on dit. Donc ça, c'est pour les ventes chez le notaire. On a aussi les ventes des domaines, donc les ventes des biens qui appartiennent à l'État. Ce ne sont pas vraiment des ventes aux enchères stricto sensu. On parlera plutôt de ventes par soumission. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas une date à laquelle on va venir enchérir. Il y a une date fixe qui est déterminée et avant laquelle on doit soumettre une proposition sous enveloppe fermée en respectant certaines conditions, notamment financières et certaines garanties. Et le jour de la deadline, à la date fixée, les enveloppes sont ouvertes et c'est le meilleur offrant qui sera déclaré propriétaire du bien. Donc vous voyez, ce n'est pas vraiment des enchères. Et ensuite, on a également depuis quelques années quelque chose qui se développe et qui a le vent en poupe, ce sont les sites privés de vente aux enchères, donc sur le net, mais là encore qui sont nettement moins intéressants que les ventes aux enchères judiciaires, tout simplement parce que, une fois là aussi, c'est le vendeur qui choisit, et souvent même ce sont des agents immobiliers qui choisissent d'aller mettre ses biens en vente sur ces plateformes-là pour augmenter la visibilité des biens et pour en tirer le meilleur prix possible. Donc là, c'est dans l'intérêt de celui qui vend et pas de celui qui achète, et donc pas de nous qui sommes investisseurs. Et donc les ventes aux enchères judiciaires, qui sont finalement la forme à laquelle on va s'intéresser parce que c'est elle qui présente le plus de cas favorables pour un acheteur et pour un investisseur, l'intérêt il est que les biens arrivent ici parce qu'ils sont issus de procédures judiciaires, c'est pour ça que c'est vendu au tribunal. Ces procédures, elles sont au nombre de 3. On va avoir la plus fréquente, la plus répandue, qui sont les saisies immobilières. Donc là, ce sont des biens qui sont saisis à leur propriétaire, tout simplement parce qu'il a une dette. Et dans l'immense majorité des cas, il a une dette auprès de la banque qui a financé le bien. Donc la banque saisit le bien pour le faire vendre aux enchères afin de payer la dette du débiteur. Ensuite, on a les liquidations judiciaires, donc des biens immobiliers qui appartiennent à une société ou à un professionnel qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Tout son patrimoine est vendu, là encore, pour payer ses dettes. Et enfin, la dernière hypothèse, qui est à la fois la moins connue et la moins répandue, c'est une vente qu'on appelle sur licitation et c'est pour partager une indivision. Les co-indivisaires ne sont pas d'accord, par exemple s'ils ont hérité d'un bien, certains veulent le vendre, d'autres ne sont pas d'accord, et bien s'ils ne parviennent à aucun niveau à se mettre d'accord, il va y avoir une procédure provoquée par un d'eux et ça aboutira à la vente judiciaire du bien.
C'est important de savoir tout ça, on le verra après, parce que quand on va aller s'intéresser à ces biens-là, si on sait d'où ils viennent, ça va avoir certaines conséquences finalement sur la procédure en elle-même, peut-être sur l'état du bien, sur la façon dont il a été géré et entretenu avant qu'on soit en mesure de le voir et de l'acheter. Donc c'est important de savoir ça. Et pourquoi donc c'est favorable ce type de situation à acheter un bien en dessous de la valeur marché? Tout simplement parce qu'il y a une dette, il y a un besoin d'argent, ce sont des créanciers qui font vendre le bien et pas le débiteur, et il y a une urgence. Le créancier, il a besoin de ses fonds, il a besoin de son argent, le débiteur ne peut pas lui payer, donc on a le bien qui est au milieu et qui est mis en vente, mais pas dans les meilleures conditions possibles pour le vendeur, il est mis en vente pour que le créancier touche, entre guillemets, le plus rapidement possible de l'argent. Alors, le plus possible pour payer la dette, c'est toujours plus intéressant pour le créancier, mais néanmoins, l'intérêt, c'est surtout de rentrer de l'argent relativement rapidement, notamment pour une liquidation judiciaire aussi. C'est pour ça que c'est vraiment un terrain favorable à faire des affaires, puisqu'en plus, il y a bien moins de visibilité que sur une vente lambda, puisque ces ventes-là, on va le voir, ne paraissent pas sur Le Bon Coin, sur SeLoger ou autre. Il suffit pas d'aller voir les agences, il n'y a pas de bouche à oreille là-dessus. C'est vraiment, dans le cadre juridique, il y a certaines publications, publicités légales qui sont faites, mais ma foi, si on ne va pas mettre les yeux dessus et si on n'est pas au courant, on ne voit pas ces biens passer par hasard. Très bien. Et donc, en fait, pour toi, ce sont les types de ventes aux enchères qui sont les plus intéressants parce que c'est là qu'il y a les décotes les plus intéressantes. Quand une vente aux enchères est faite, en général, l'huissier qui s'occupe de donner la valeur de départ, comment c'est fait en fait? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus ou... Alors, il y a pas de règle à proprement parler. Par contre, alors c'est pas l'huissier. L'huissier va avoir un avis plutôt consultatif parce qu'il va aller sur le terrain, il va faire ce qu'il s'appelle un PV descriptif, qui est un document très important dont on reparlera ensuite, parce que c'est ce sur quoi nous on va avoir accès en tant qu'investisseurs aux personnes intéressées par le bien. Et donc l'huissier va sur le terrain, va voir le bien, et ensuite c'est un avocat qui gère la procédure, qu'on va appeler l'avocat poursuivant. Tout ça, c'est des termes que vous aurez dans le lexique qui vous sera donné en cadeau à la fin de la conférence, dont Eric va vous mettre le lien. Et finalement, donc l'avocat va gérer toute la procédure de A à Z pour le compte du créancier qui a saisi ou pour le compte de la personne du liquidateur, finalement judiciaire. Et c'est cet avocat-là qui va fixer le prix d'un commun accord avec son client, donc le créancier, en consultant la plupart du temps l'huissier puisqu'il a été sur le terrain, parfois des agents immobiliers locaux, et de toute façon, le prix, la mise à prix, elle est validée par le juge. Il y a une audience préalable à la vente aux enchères qui s'appelle une audience d'orientation où justement on va orienter la procédure. Le magistrat va fixer la date d'audience pour la vente, qui s'appellera une audience d'adjudication. Et donc c'est à ce moment-là que le juge va dire, l'avocat lui propose une mise à prix et le juge va la valider et déclare, fixe la date et la mise à prix pour le bien. Ok. En fait, nous, en tant qu'investisseurs, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est comment faire pour trouver ces biens qui sont en vente, comment faire pour trouver les biens aux enchères près de chez nous, dans notre région ou dans les régions voisines. Est-ce que tu veux nous en parler déjà? Est-ce qu'on passe sur cette partie-là, peut-être pour voir Allez, les... allons-y, bien sûr, avec plaisir. On Hmm. y est là, allons-y, avançons. Donc Ok. ouais, il y a en fait les outils qui vont vous être utiles pour aller trouver des biens vendus aux enchères, avoir connaissance des dates de vente, parce que c'est ça finalement. Il faut avoir connaissance des dates de vente, donc ils sont au nombre de 4, voilà, comme ça s'affiche. Et en fait, il y en a 3 qui sont prévus par la loi, stricto sensu, qui sont dans un code qui s'appelle le Code des procédures civiles d'exécution. Et il y en a un quatrième, des quatrièmes, il y en a plusieurs, qui sont des sites spécialisés et qui existent depuis quelques années maintenant, sur lesquels sont mentionnées les ventes. Pas toutes les ventes, c'est pas exhaustif, on va y revenir après. Mais d'abord, sur les 3 points qui sont prévus par la loi, les 3 moyens d'avoir connaissance des biens, on a, si Eric, tu peux me mettre le partage d'écran et les slides si tu veux bien. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis, c'est pas très important. Le 1, tu vas le passer, on va le passer en 4. Tiens, si tu peux aller, les sites spécialisés, on y reviendra après, puisque du coup, on va aller voir ensemble comment ça fonctionne, comment un des sites fonctionne. Si tu peux mettre sur le 2, s'il te plaît, Eric. Super. Donc,
le tableau d'affichage du tribunal. Au sein de chaque tribunal, dans le palais de justice, vous avez un endroit où il y a un grand tableau d'affichage. C'est dans l'accueil en général, c'est dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus. C'est la grande salle dans laquelle on pénètre après avoir passé les dispositifs de sécurité au tribunal. Et il y a un tableau d'affichage sur lequel sont obligatoirement affichées toutes les ventes à venir. Et elles sont affichées dans un délai compris entre 1 mois et 2 mois avant la vente. Donc au plus tard 1 mois avant la vente, sur ce tableau, il va y avoir une affiche qui comporte un certain nombre d'infos. On les verra après, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite puisqu'on va aller en visualiser. Ces affiches sont affichées et dans le tribunal, consultables par tout le monde. Vous rentrez quand vous voulez dans le tribunal, il n'y a aucun souci. Si vous y êtes jamais rentré, vous allez voir, c'est impressionnant la première fois. On passe sous un portail de sécurité, sous un portique de sécurité, etc. Mais une fois qu'on a fait ça, le plus dur est fait. Et puis on va consulter son tableau et on ressort tranquillement. Et puis ensuite, vous pouvez revenir régulièrement. Ça demande effectivement du coup de revenir régulièrement consulter ce tableau d'affichage, puisqu'il y a des ventes selon les tribunaux. 1 fois par mois ou 2 fois par mois, il y a des audiences pour les ventes aux enchères immobilières. Est-ce que tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Eric? En plus de ce tableau-là, il y a, alors là encore, entre 1 et 2 mois avant la date d'audience fixée, une annonce qui est publiée dans un journal d'annonce légale, et souvent il y en a 2 qui vont paraître. Et ce qu'on appelle un journal d'annonce légale, c'est un mot bien compliqué comme ça, mais c'est un journal qui a le droit de publier des annonces légales. Et dans les quotidiens ou les hebdomadaires que tous on a au moins lu une fois chez nous, les locaux, chez moi par exemple en Limousin, c'est le Populaire du Centre ou La Montagne. Chez d'autres, il va y avoir Sud-Ouest, par exemple, voilà, dans le Sud-Ouest, à Bordeaux ou autre. Là-dedans, vous avez des annonces que vous avez peut-être consultées et qui paraissent à la diligence de l'avocat. Donc tout ce dont on parle là, ces 3 types d'annonces, ce sont les avocats qui les gèrent et qui ont l'obligation de les faire paraître entre 1 et 2 mois avant. Et donc elles comportent, là encore, les informations essentielles sur le bien, son adresse, la typologie de bien que c'est, donc adresse précise bien sûr, la date et l'heure de la vente, l'adresse du tribunal concerné, et puis les coordonnées de l'avocat pour avoir plus d'infos. Est-ce que tu peux suivre la slide suivante s'il te plaît, Eric? Et enfin, la dernière affiche légale prévue, c'est un affichage sur site, sur le lieu même de la vente, soit si c'est une maison particulière en bordure de voie publique, directement sur la porte d'entrée, ou du moins ça doit être visible depuis la voie publique, donc en bordure de propriété. On met un panneau en bord de terrain. Si c'est une copropriété, on va le mettre en bas dans les parties communes sur la porte pour que ce soit vraiment visible de tous. C'est un affichage qui se fait au format A3, mais là vous voyez c'est pas hyper judicieux, on ne peut pas miser là-dessus pour avoir connaissance de la vente, puisque finalement si on passe devant ou si ça se passe dans notre immeuble, on va en être informé, sinon je vous dis pas, vous n'allez pas passer votre temps à courir les rues localement pour voir les affiches, même si c'est une affiche A3 et qu'elle se repère un peu. Bon. Et enfin, Eric, si tu veux bien remonter sur le premier, on a des sites, voilà, les sites spécialisés, merci bien, qui sont, alors il y en a un certain nombre, les plus connus, les plus utiles, et du moins le plus utile, c'est licitor.com. On va aller le regarder ensemble tout de suite, enfin du moins dans quelques secondes. Licitor.com, donc ça n'est pas un site de l'État, ça n'est pas l'État qui fait paraître les ventes dessus, c'est bien un site privé, c'est un cabinet d'audit qui a ça, et qui travaille en partenariat avec le barreau des avocats de Paris. Et donc les ventes paraissent là encore à la diligence de l'avocat, et elles ne regroupent pas 100% des ventes. Il y a, je pense, 90% des ventes qui sont dessus. C'est un outil indispensable pour prospecter et quand on veut s'intéresser de près aux ventes aux enchères immobilières judiciaires. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça à certains endroits, et je vous parle en connaissance de cause, puisque moi il y a très peu d'avocats localement qui font paraître les annonces dessus. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas eu vraiment d'explication. C'est un peu dommage parce que ça permet d'accroître la visibilité du bien. Alors ça peut être dommage ou pas, selon comment on a les infos. Ça veut dire qu'ici, localement, il faut aller au tribunal, ou bien on peut aller demander directement aux avocats dont on sait que de temps en temps, ils ont de la matière qui rentre, notamment parce qu'ils ont comme clients les banques, et que de temps en temps, quand il y a une saisie immobilière, ça arrive dans leur cabinet. On les interroge et il y a la possibilité de se faire inscrire sur un fichier client. Tiens, un petit tip en plus qui n'était pas prévu. On peut tout à fait, quand on voit, si vous voyez retomber régulièrement dans les annonces un cabinet d'avocat ou le nom d'un avocat, vous pouvez l'appeler, lui demander s'il a un fichier client, il y en a qui l'ont maintenant, qui fait que vous n'avez même plus à vous occuper d'aller rechercher les ventes, mais finalement, elles vont vous être envoyées directement. L'avocat va vous inscrire sur la liste et par mail, vous recevrez entre 1 et 2 mois avant, au moment où il va faire paraître les autres annonces, les infos sur le bien qui sera mis en vente.
et ensuite ce sera à vous de faire le job, mais la première info, la plus importante, vous allez la rentrer comme ça dans les mails. Il y a un deuxième site très utile qui s'appelle enchères-public.com que j'utilise moi en complément de Licitor. Vous allez voir pourquoi. Licitor, il est très très bien pour trier, etc. Enchères publiques, il permet d'installer un suivi sur des biens avec des rappels par rapport aux dates de vente, d'installer un suivi de certains cabinets d'avocats si de nouveaux biens paraissent dessus. Et aussi et surtout, il permet de suivre des biens. Ce qui veut dire que quand vous allez regarder, chercher à avoir des infos sur un bien, eh bien vous voyez si un certain nombre de personnes le suivent ou pas. Et vous pouvez vous dire que c'est un indice sur est-ce qu'il y aura du monde sur place lors des visites et après le jour de la vente. Ça n'est qu'un indice. Évidemment, entre cliquer sur suivre ce bien sur Internet et aller visiter et encore plus aller enchérir et rentrer dans le cadre légal pour enchérir, il y a toute une mesure, il y a tout un travail à faire, mais c'est un indicateur de plus, c'est un indice qui peut être utile. C'est pour ça notamment que j'utilise moi enchères-public.com. Et maintenant, je vais vous partager mon écran, on va aller voir ensemble. Hop, tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, je le vois bien Ok, et super. je pense que c'est le cas. Bon, parce que du coup, je n'ai plus de vue sur le chat ou quoi, donc écoute, si vous ne le voyez pas, faites signe et Eric me le dira. Donc Licitor, vous voyez, ça c'est la page d'accueil du site. Hein. Vous voyez ici, ça a un immense avantage, c'est que c'est à la fois un site internet, mais aussi une appli mobile. Vous installez l'appli mobile et vous avez la possibilité de paramétrer, alors au choix, soit sur le site, soit sur votre appli, des notifications. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez sélectionner certains secteurs, certains tribunaux et même certains types de biens à suivre. Et vous allez ensuite pouvoir recevoir des alertes à chaque fois que, à cet endroit-là, sur ce tribunal-là et ce type de bien-là, un bien arrive, une affiche est publiée et donc un bien va être en vente. Donc ça vous permet là encore de mettre en place un process et de gagner énormément de temps dans le cadre de vos recherches. Et quand on est investisseur actif, qu'on va essayer d'aller piocher un peu partout des biens intéressants, gagner du temps, c'est jamais négligeable, bien au contraire. Donc là, on va rester sur le site sans inscription, bien sûr, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est bien fait, c'est très pratique. Donc vous voyez, même sans finalement s'inscrire et avoir une configuration, on peut aller vite à l'essentiel, voir ce qui nous intéresse. On voit qu'il y a plusieurs secteurs. Là, il y a une carte de France. Donc là, ce sont les grandes régions. Hein. On peut le borner aussi par ancienne région. Et à l'intérieur de chaque ancienne région, vous voyez ici, on a TJ Paris, TJ Versailles, donc c'est tribunal judiciaire. Et on a en face le nombre de biens qui est en vente sur chaque tribunal judiciaire. Oui. Et là, ici, même chose, en face de chaque région, on va avoir le nombre de ventes à venir. On va aller voir quelques exemples, on va rentrer dans le concret et vous allez voir à quoi une affiche ressemble pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de le voir. Ça va nous permettre de voir aussi un petit peu quelles sont les différentes typologies de biens qu'on peut trouver aux enchères. Et là, pour le coup, on peut trouver tout type de biens. Un bel exemple, tiens, ici on arrive, donc vous voyez, on a cliqué sur Paris, on est sur l'affiche, le premier bien, sur une vente qui a lieu le 24 novembre 2022. Ici, on pourra aller voir d'autres ventes sur un historique de ventes passées. Tac. Alors là, voilà, je sais pourquoi on atterrit là, c'est que ça, c'est une audience qui avait lieu aujourd'hui. C'est très intéressant. On va voir justement, c'est une vente que j'avais suivie, qui est donc sur Paris. Ça, c'est la fiche que vous auriez vue. Il y a juste une info qui s'est ajoutée, c'est le montant de l'adjudication. Donc ça, c'est le prix auquel ça s'est vendu. Mais la fiche avant la vente, c'est exactement la même. On va retrouver le tribunal concerné. On va retrouver donc ce pourquoi il y a une vente. Là, en l'occurrence, c'est une réitération des enchères. Ça veut dire que ça avait déjà été vendu, que c'est revendu, probablement parce que le premier adjudicataire, la première personne, n'avait pas payé le prix. Ça arrive, malheureusement. Et donc, c'est remis en vente. Il y a tout un tas de processus, une procédure à mettre en place par l'avocat, mais c'est remis en vente au bout d'un certain temps. Et là, c'est une vente donc qui concerne 7 caves voûtées, vous voyez, qui forment au total 61 mètres carrés. On a la superficie globale. On a un petit peu la composition du bien. Là, en l'occurrence, il y avait des WC, lavabo, douche, situé au 2e sous-sol, escalier B, dans un immeuble qui se situe à Paris, dans le 4e, 27 rue Rambuteau. Et on voit que la mise à prix, elle était de 15 000 euros. Donc 7 caves, 60 mètres carrés à Paris, 15 000 euros. Et l'adjudication, donc la vente, s'est faite aujourd'hui à un prix de 38 000 euros. Donc effectivement,
plus de 2 fois plus que la mise à prix, mais c'est quand même 38 000 euros. Alors, j'ai pas spécifiquement connaissance du prix de vente d'une cave toute seule à Paris, mais 38 000 euros pour cette cave, je sais pas dans quel état c'était encore une fois, mais elles sont inoccupées, vous voyez, elles sont pas louées. Ça me paraît intéressant. On a la Ça peut possibilité être de cliquer. utilisé pour des locaux commerciaux, pour faire du stockage, ou même certains l'utilisent pour la location courte durée. Je sais qu'il y a Et des... voilà. Voilà. Et donc là, ça peut Ouais, être très rentable, du coup. si le règlement de copro le permet, effectivement, ça peut être très très rentable de l'acheter à ce prix-là, ouais, complètement. 60 mètres carrés à 38 000 euros dans Paris. Et on a ensuite sur toutes les affiches les coordonnées de l'avocat. À minima, on a son nom, son cabinet, son adresse et un numéro de téléphone. Là, il y a un lien vers son site web et il arrive souvent qu'il y ait son adresse mail aussi. Mhm. Alors, on va aller voir d'autres biens, tiens, justement, toujours sur la même audience. Ben voilà, un studio, petit studio pour le coup, donc l'audience aujourd'hui aussi, à Paris. 8,50 m, Oui, on un a le petit peu plus. descriptif du bâtiment. Ouais. Comment? Là, c'est un peu petit quand même. Ouais, c'est un peu petit et ça s'est vendu donc 50 000 euros. Alors après, on voit quand même, bon, 9 mètres carrés, alors c'est en dessous, donc bon, après c'est Ouais. toujours discutable, mais pour la courte durée, c'est toujours possible. À 10 000 euros, alors je sais pas où il est. Il est dans le 11e. Alors dans le 11e, on ne doit pas être à 10 000 euros, mais à 8 000 euros le mètre carré, vous voyez, on est quand même en dessous du prix du marché sur l'adjudication. Et là, ah bah tiens, il y a quelque chose d'assez marrant. L'avocat a mis sans inoccupé à vérifier lors de la visite. Donc là, c'est un truc qu'on ne voit jamais. Je l'avais pas vu encore. Voilà. Bon là, rassurez-vous, c'est vraiment c'est l'exception qui vient confirmer la règle. On va voir ce qu'il y a d'autre d'intéressant. Alors, j'avais vu deux, trois biens intéressants, je crois, sur la région parisienne. On va pouvoir aller voir. Qu'est-ce que j'avais vu? Moi, j'ai surtout utilisé sur les régions proches de chez moi. Et j'ai Ouais. trouvé, bah, je vous montrerai tout à l'heure un peu plus tard un bien que j'ai trouvé là que je vais visiter demain. Et on trouve tout, vraiment tout type de biens, hein. Ça va Ouais. vraiment de l'eau de parking, en passant par les immeubles, en passant par des maisons. On a des appartements de différentes tailles et certains Immeuble de loués, rapport. certains qui sont encore loués, d'autres qui sont Mm, libres. Donc louer, ça mm. peut avoir un avantage, hein, si le locataire, voilà, bah, c'est un locataire qui est correct et qui joue le jeu, ben, ça peut être On en très reparlera, intéressant. ouais. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Donc là, tu as un autre exemple. Ouais, un autre exemple, ben, marrant, tu vois, tu as commencé par parler de parking. Effectivement, là, il y a un lot de 73 emplacements de parking aménagés qui sont en vente donc sur Noisy-le-Grand et Villiers-le-Marne, donc 93-94, mise à prix 150 000 euros. Et une chose qu'on voit régulièrement, tiens, c'est intéressant d'en parler, avec une faculté de baisse de la mise à prix d'un quart en l'absence d'enchères. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'enchères le jour J, les gens sont présents, mais personne n'enchérit sur la mise à prix de 150 000 euros. La mise à prix va être baissée tout de suite, directement, il n'y a pas de nouvelle vente, hein, immédiatement d'un quart par le magistrat. Donc là, un quart de 150 000, ça doit faire un peu moins de 40 000. Donc vous voyez, on va descendre, on va dire à 115 000 euros Mhm. d'un coup. Donc on a tout intérêt à se dire, on y va et on attend que ça... On essaye de faire jouer la faculté de baisse de mise à prix. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. C'est pas toujours un quart, ça peut être un tiers, parfois c'est un pourcentage, 10, 20, 30%. Ça, c'est l'avocat qui va le mettre dans le cahier des conditions de vente, qui est un document auquel on a accès avant. Donc voilà pour Licitor, vous voyez les affiches, hein, on peut venir en On voir a, une autre. Voilà. on a déjà pas mal de questions. Alors, Ouais. bon, je te dis déjà un petit peu les thématiques. Je pense on y répondra un peu plus tard, ou peut-être c'est déjà prévu dans la présentation. Il y a des questions sur le financement. Mmh. Il y a des questions sur le fait de doit-on passer obligatoirement par un avocat. Il y a des questions sur les endroits où les annonces de licitors sont. Enfin, il y a des départements. Est-ce que ça marche sur tous les départements? Enfin bon, Ouais, alors je te je vais note tout répondre. ça. Je te note tout ça. Je ne sais pas s'il y a des. Tu veux déjà y répondre ou alors Ouais, je vais y répondre vite fait à ça parce qu'effectivement, on va y répondre vite. Mhm. Alors oui, Licitor, ben, comme on l'a vu, ben, je vais vous repartager l'écran rapidement. Ça fonctionne effectivement partout, hein. Partout, partout. Alors je sais pas, vous voyez, Pays de Loire, Angers, Nantes, Le Mans, etc. Après, encore une fois, c'est pas exhaustif. Moi, vous voyez, Limousin, il y a rien quoi. Il y a un bien en vente à ce moment-là parce que les avocats ne jouent pas nécessairement le jeu partout. On y va partout. Les régions où il y en a beaucoup, c'est régulièrement, alors Paris ou région parisienne, en PACA également, il y en a pas mal, vous voyez, alors ouais, en général il y en a plus sur Marseille, Nice,
Il y en a pas mal, mais il y avait une audience aujourd'hui, donc ça dépend. En fait, il y a juste une région où on n'a pas accès, c'est l'Alsace. Moselle, on a accès aux annonces. Par contre, en Alsace, alors c'est peut-être dû à un régime particulier, c'est une question de Laurent. Exactement. Laurent qui demande Exactement. sur Licitor comme enchère publique, on voit rarement des annonces concernant l'Alsace. Est-ce dû au régime Alsace-Moselle? Où peut-on trouver les annonces sur cette région? Alors, où on peut les trouver, très honnêtement, je ne sais pas, parce que je ne Alors, m'y suis jamais intéressé précisément. moi, Je pense. Ouais, ah ben voilà, Eric, parfait. j'ai la réponse. Alors effectivement, on ne les trouve pas sur Licitor. Par contre, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'idéal pour cette région, pour l'Alsace, alors pour la Moselle, on les trouve, hein. Mais pour l'Alsace, l'idéal, c'est de connaître quelques avocats et de faire comme tu disais, d'être sur leur liste pour que vous soyez prévenus en avance de phase. Je pense que c'est l'idéal pour cette région. C'est comme ça que je fais. Après, c'est vrai qu'on est très vite en Moselle ou au territoire de Belfort. Il y a des choses très sympas aussi. Voilà. Donc Et se rendre au tribunal aussi, hein. Le système de l'affichage au tribunal fonctionne aussi, du coup, là-bas. mais du coup, il faut aller au tribunal de chaque ville qui nous intéresse dans ce cas-là. Effectivement, parce que ça n'est affiché que sur le tribunal même où c'est vendu. Ok. Donc c'est vrai que c'est ultra chronophage. Mm. D'où Il y l'intérêt a de peut-être aussi l'histoire. des sites, ça et là, en fait, les barreaux d'avocats ont créé leur propre site, alors pas nécessairement spécifique aux enchères, mais pour un petit peu indiquer le fonctionnement des barreaux locaux. Mm. Et on va trouver de temps en temps, je sais que dans le sud, dans la région de Marseille ou Nice, il y en a par exemple, les barreaux des avocats locaux font paraître les ventes qui arrivent, et donc il y a la possibilité d'aller le voir par ce biais-là. Mm. Voilà, Audrey, je vois les questions qui défilent, tac, tac, C'est- tac. je me disais Alors, je vais aussi. répondre à quelques-unes, peut-être très vite, celle où je peux répondre en Ouais. one shot, si ça te va, Ouais, Eric. ça me va bien et on gardera les Ouais, autres pour tout à l'heure. cool. Doit-on obligatoirement passer par un avocat? La réponse est oui. C'est une obligation légale pour ce type de vente-là. Il n'y a qu'un avocat qui peut aller enchérir, puisque ça se passe au tribunal et c'est un monopole des avocats. Donc, et puis c'est aussi cohérent parce que l'idée c'est que ce soit pas la foire d'empoigne et qu'il y a un certain nombre d'obligations pour celui qui achète. Quand on va au tribunal acheter, on ne peut pas se dédire. Il n'y a pas de conditions suspensives d'octroi de prêt, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, on doit fournir un certain nombre de garanties et ces garanties-là, on va les fournir à l'avocat avant qu'il aille enchérir. Et c'est aussi un Non, ne avantage, sois pas hein. désolé, Audrey, effectivement. Ouais. C'est aussi un avantage qui est l'avocat et les cabinets d'avocats parce qu'en fait, ils vous mâchent vraiment le boulot. Moi en fait, quand je les appelle, donc voilà, il y a un numéro de téléphone, par exemple sur Licitor, vous les appelez, en 2 minutes, vous avez l'interlocuteur et 3 minutes après, vous avez dans votre boîte mail, vous avez tout un dossier C'est ça. sur le bien qui vous intéresse. Je vous assure que si on compare aux agents immobiliers, c'est le jour et la nuit. Parce que dans les agences, des fois, oui, il y a la standardiste, lui, il est pas là, il vous rappellera demain. Et puis, alors que là, il y a toujours une standardiste et elle est là pour ça. Il y a Et en toujours une plus, collab, ouais. le dossier qui vous envoie, c'est un dossier hyper complet avec tous les descriptifs du bien, avec voilà des photos. Enfin, on vous montrera tout à l'heure. Donc, ça fait vraiment gagner du temps et ça permet de filtrer. Ça évite de se déplacer pour rien, et parce que là, vous avez déjà énormément d'infos dans le dossier que vous envoie Ouais, on l'avocat. va voir ça dans l'ordre de procédé, dans les différentes étapes, ben, on va y venir là justement. Avant, je réponds à Jean-Marc. Alors, tribunal de grande instance ou de commerce, non. Tout simplement, le tribunal de grande instance n'existe plus. Ça a été remplacé en 2020 par le tribunal judiciaire. Donc c'est pour ça, il y avait tribunal d'instance et grande instance, ils ont fusionné les deux, ils ont fait tribunal judiciaire. Donc c'est la même chose. Avant, c'était effectivement le tribunal de grande instance. Tribunal de commerce, non. Les biens qui appartiennent, qui sont issus de procédures, quelles qu'elles soient, de liquidation judiciaire, sont vendus au tribunal judiciaire. On peut passer peut-être, je pense, et le financement, Audrey, si c'est une question de taille, effectivement, le financement est tout à fait possible aux enchères, à mettre en place de façon intelligente, puisqu'évidemment, on a un délai pour payer après la vente. On n'est pas obligé de payer le jour des audiences, fort heureusement, mais donc on peut mettre en place un financement, le solliciter. Il y a des méthodes à mettre en place pour que ce soit efficace, parce que malgré tout, il y a un délai à respecter et on devra payer des intérêts de retard si on paye au-delà de la deadline. Donc, faut l'anticiper. Bon, je pense qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qu'on anticipe tout à fait. Mm. Oui, Audrey. On en reparlera à la fin, les questions un peu plus techniques, on en reparlera, je te répondrai avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut balayer les différentes étapes maintenant? Ouais, la procédure en 5 étapes.
pour réussir, parce que je vois l'heure qui tourne et puis je veux pas vous garder non plus trop longtemps pour vous, vous faire une tête comme ça. Et puis c'est intéressant après d'avoir les questions. Les procédures en 5 étapes. Donc pour réussir, si tu peux me passer sur la slide suivante. Donc la première, alors on vient d'en parler pas mal, c'est réussir à avoir connaissance des dates de vente dans les bonnes conditions, optimiser un petit peu la façon d'en avoir connaissance. Je ne vais pas revenir sur les 4 moyens, on vient de les énumérer. Obtenir donc les documents sur les biens en vente. Les avocats, et je vais répondre en même temps à la dernière question de Franck, on va matcher les deux. Est-ce que la plupart des avocats ont accès aux biens mis en vente ou il s'agit d'une branche du métier? C'est pas une branche, tous les avocats ont le droit. Il y a un avocat qui gère la procédure. Et c'est celui-là auquel on va s'adresser pour avoir les informations sur la vente avant, pour avoir les documents. Les documents, on a un dossier très complet, comme tu l'as dit, Eric, qu'on reçoit rapidement, voire même des fois qu'on peut télécharger directement sur le site de l'avocat. Ça arrive, c'est top, sur les avocats qui sont à la pointe. Et du coup, ces documents-là, c'est quoi? C'est le PV de description qui a été fait par l'huissier en début de procédure. Dans ce PV, vous avez tout sur la description du bien, comme son nom l'indique. C'est une description physique. Donc, quels sont les matériaux? Donc, il y a des photos, c'est illustré de photos par l'huissier. Les matériaux utilisés, la composition des différentes pièces, la typologie des différentes pièces. S'il y a des dégradations et qu'il les a vues, il va vous les donner aussi. Quels sont les équipements du bien, la typologie de chauffage, etc. Est-ce qu'il est en copro ou pas? Les informations administratives et juridiques sur le bien. Est-ce qu'il appartient à un particulier, à une société? Est-ce qu'il est donc en copropriété? Si oui, vous devez avoir des infos sur la copro. Et annexé le plus souvent à ce PV de description, vous avez les diagnostics, soit annexés, soit à côté, qui vous seront aussi fournis par l'avocat, tous les diagnostics techniques, tout simplement parce que en France, toute vente immobilière doit se faire en toute connaissance de cause pour l'acheteur, et donc l'acheteur doit avoir les diagnostics techniques. Et en l'occurrence, la vente judiciaire ne déroge pas à la règle, et donc il y a un diagnostiqueur qui passe en même temps que l'huissier, le plus souvent en début de procédure, pour faire tous les diagnostics obligatoires. Donc si vous êtes dans une région, par exemple, où le diagnostic termite est obligatoire, vous aurez le diagnostic termite, etc., etc. Et il y a toujours également un DPE qui est fait. Donc vous voyez, on a un descriptif physique, un descriptif juridique, on a les diagnostics techniques, tous, et on va aussi avoir ce qui s'appelle un cahier des conditions de vente qui est fait, rédigé par l'avocat qui poursuit la procédure, donc qu'on appelle l'avocat poursuivant, qu'il va vous envoyer et qui récapitule les conditions de la vente, comment vous pouvez enchérir, quelles sont les garanties, comment va se dérouler la vente, finalement les critères légaux. Alors c'est des pavés, les documents c'est vraiment des pavés, c'est important de prendre l'habitude de les regarder, ces types de documents, de les lire, parce qu'en plus il n'y a pas une seule trame, chaque avocat a sa trame, ou chaque huissier a plus ou moins sa trame, donc il y a des infos légales qui doivent y être, après l'ordre des choses diffère. Donc, mais il ne faut pas se formaliser par la centaine de pages que ça peut représenter, on va chercher ces documents, on les demande à l'avocat qui se fera un plaisir de les envoyer. On peut aussi, un deuxième moyen, on peut aussi aller les consulter au tribunal, c'est prévu par la loi. Néanmoins, c'est pas très judicieux, tout simplement parce que c'est une consultation, donc vous ressortirez pas que les documents, vous pouvez pas faire de copie ni de photo. Et puis la plupart du temps, en fonction du tribunal, il faut prendre rendez-vous. Donc c'est quand même là encore chronophage, il faut y aller, il faut prendre rendez-vous, vous consulter, vous ramenez rien chez vous. Mieux vaut faire appel à l'avocat, qui se fera un plaisir, lui ou ses collaborateurs, de vous l'envoyer. Mmh. C'est vraiment extrêmement utile ce document, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on compare un agent immobilier, souvent l'agent immobilier il va essayer d'enjoliver un peu le bien, voilà, de dire certaines choses, mais de cacher un peu d'autres, alors que là on a vraiment toutes les infos. Bon, ça n'exclut pas d'aller visiter, mais au moins ça fait un filtrage beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que lorsqu'on passe par des agences. C'est ultra transparent. Vous avez les infos qu'on vous donne comme ça, qui sont complètes, c'est présenté, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça et de les recevoir comme ça, mais néanmoins, effectivement, ça n'est pas biaisé par le vendeur, par l'agent immobilier, personne ne cherche à enjoliver la chose. Est-ce qu'on peut passer à l'étape 3, Eric, s'il te plaît? La visite du bien, effectivement, donc ensuite, donc ça c'est l'ordre des choses le plus logique, je vois encore des gens, quand je vais visiter, qui vont visiter le bien, qui n'ont pas demandé les documents à l'avocat encore. Donc alors, chacun fait comme il veut, mais aller visiter un bien juste parce qu'on a vu la petite annonce qu'on a vue par exemple sur Licitor, moi ça me paraît pas judicieux parce que, ma foi, peut-être que l'état du bien n'est pas en adéquation avec ce que nous on recherche. Si on veut du bon état,
s'il y a énormément de travaux à faire, ou bien l'inverse. Voilà. Donc on demande les documents dans l'ordre pour bien faire les choses. On demande les documents, on étudie et on va visiter le bien après. La visite du bien, il y en a une, parfois deux, en fonction des secteurs et des avocats. C'est fait par l'huissier. C'est l'huissier qui sera là, physiquement, pour vous donner l'accès au bien, qu'il soit occupé ou pas. Il y aura toujours l'huissier, c'est une obligation légale. Alors il ne sera pas là pour vous faire l'article, hein, c'est ce que j'avais l'habitude de dire d'ailleurs quand je faisais visiter les biens. J'ouvre l'accès, je dois être présent légalement pour garantir que ça se passe dans des bonnes conditions et que tout le monde a accès au bien et qu'il n'y a pas de détérioration sur le bien. Malgré tout, on n'est pas là, l'huissier n'est pas là pour vendre le bien et faire l'article. Donc l'idéal, c'est d'y aller avec les documents en main. Et souvent, vous avez un créneau, 1 heure, 2 heures, parfois une demi-journée, selon la consistance du bien qui est vendu, pour aller visiter le bien. Une question de Kama qui demande si visiter le bien est-il obligatoire? Pas du tout. Ça l'est pas du tout. Par ailleurs, on peut y aller tout à fait librement. La plupart du temps, il n'y a pas besoin de se faire inscrire au préalable. Vous avez la date de visite, comme on l'a vu sur les annonces tout à l'heure, la plupart du temps, et on va visiter le bien. Et on en reparlera du fait que c'est pas obligatoire, puisque moi, ça m'est arrivé, mon premier bien, je l'ai acheté sans aller le visiter. Mais je vous en parlerai plus en détail juste après. Ensuite, une fois qu'on a eu les documents, qu'on a été visiter le bien, et bien ma foi, on va essayer de fixer son prix idéal pour nous, puisque à ce stade-là, on connaît la mise à prix, qui est toujours nécessairement en dessous de la valeur du bien. Donc on va faire son étude de marché, si on ne connaît pas nécessairement le marché sur place. On va voir à combien ce que vaudrait ce bien s'il était vendu de gré à gré, par une vente volontaire classique. Et puis on va fixer son prix idéal. Fixer son prix idéal, ça veut dire avoir une connaissance globale des enchères et notamment tenir compte des frais parce qu'on est dans un cadre juridique et parce qu'il y a des frais que vous allez devoir payer en plus du montant de l'adjudication. L'adjudication, c'est le prix que vous allez payer au tribunal, enfin que vous allez payer, que vous engagez à payer le jour de l'enchère finalement. L'adjudication, c'est le prix auquel vous achetez le bien stricto sensu. Ensuite, vous allez avoir des frais annexes qui vont se greffer à ça, qui sont au nombre de 4. Vous avez les frais d'avocat, frais honoraires d'avocat, dont une partie, je réponds à une question de je ne sais plus qui tout à l'heure, dont une partie sont proportionnelles au montant effectivement de l'adjudication, donc d'où l'importance de faire ces simulations avant. Vous avez aussi les frais de publicité légale que devra faire l'avocat après, votre avocat à vous en l'occurrence, pour confirmer, valider la vente du bien. Et vous avez les droits de mutation, qui sont des droits qui sont normalement compris dans ce qu'on appelle les frais de notaire pour parler vulgairement, mais qui en fait sont à payer au trésor public, c'est collecté par le notaire qui les reverse au trésor ensuite. Là, c'est vous qui allez les payer directement après l'enchère. C'est le service de la publicité foncière qui va venir vers vous, vous dire « Monsieur, vous avez acheté tel bien à telle audience, vous devez payer tant de droits de mutation ». Donc ces frais, on peut les connaître à l'avance, effectivement, ce sont des pourcentages. Et faire fixer son prix idéal, ça veut dire tenir compte de tout ça pour se dire au final, j'ai acheté le bien tant, avec les frais ça va me faire tant, est-ce que ça vaut le coup et jusqu'à combien je peux aller? Vous allez fixer votre enchère maximale. Et on va passer du coup à l'étape 5. Maintenant qu'on a fixé, vous êtes prêt, vous êtes paré, vous avez fixé votre enchère maximale, vous êtes décidé à y aller, et bien vous allez aller choisir un avocat, parce que effectivement l'avocat est obligatoire. Vous pouvez choisir l'avocat que vous voulez. Par contre, le seul impératif, c'est qu'il faut que ce soit un avocat inscrit au barreau local. Si vous avez une connaissance, un ami avocat, je ne sais pas, qui exerce à Bordeaux par exemple, il ne peut pas aller enchérir pour vous à Toulouse. Il faut que ce soit nécessairement un avocat local. C'est une obligation légale. Et donc tous les avocats peuvent le faire, du moins la plupart acceptent, puisqu'ils n'ont pas besoin de maîtriser ça sur le bout des doigts, même s'ils doivent gérer un minimum la procédure ensuite, mais la plupart des avocats savent le faire. À tout le moins, vous les appelez. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour ça que j'ai mis choisir son avocat, c'est qu'un avocat, on le choisit. On ne se contente pas d'appeler un avocat, on en appelle 2 ou 3, tout simplement parce que, hormis les émoluments qui sont proportionnels à l'adjudication, les autres honoraires sont fixés librement par les avocats, donc vous pouvez avoir de grandes disparités, et notamment pour les honoraires qui vont vous être facturés pour enchérir. Le fait même d'aller enchérir, l'avocat va vous facturer des honoraires qui sont compris en fonction de là où vous êtes et de l'avocat, entre 150 et 500 euros. 500 euros, en général, c'est très cher. On est plus près des 150 à 300 euros, juste pour le fait d'aller enchérir. Et ensuite, il y aura d'autres honoraires qui seront fixés dans le mandat que vous allez signer avec lui pour le fait d'acheter le bien et faire toutes les démarches. Votre avocat aura plein de démarches à faire consécutivement à la vente pour que vous deveniez vraiment propriétaire. Et là encore, c'est des démarches obligatoires. On ne peut pas dire
je prends l'avocat pour enchérir et ensuite je me débrouillerai. C'est pas possible. Et une fois que vous avez choisi votre avocat, comme vous allez choisir un artisan en fonction aussi de l'humain, eh bien, vous allez aller enchérir à l'audience et, je vous le souhaite, remporter l'enchère. Et donc l'avocat, on peut l'accompagner ou comment ça se passe? Effectivement, à l'audience, alors c'est un choix tout à fait libre. On peut aller avec l'avocat, comme on peut ne pas y aller. Par contre, on ne peut pas y aller tout seul. Vous pouvez aller à l'audience tout seul si vous ne souhaitez pas enchérir. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous qui débutez ou qui allez débuter, prenez des biens sur Licitor, sur votre secteur, et suivez leur parcours. Demandez les documents à l'avocat, lisez-les, et du coup, allez peut-être les visiter ou pas, puisque de toute façon, vous aurez vu le bien sur les documents, et allez à la vente au moins une fois pour voir comment ça se passe, vous imprégner un petit peu de cet univers-là, du déroulement des choses, et voir finalement la différence entre mise à prix et prix de vente, puisque localement et en fonction du type de bien, il y a de grandes disparités sur la mise à prix et le prix auquel ça part. Est-ce qu'il y a des Donc, conditions pour pouvoir assister à la vente enfin, sans enchérir? c'est tout à fait libre, c'est des ventes, mais comme toute audience, en fait, on ne le sait pas trop, mais en France, l'accès au tribunal, l'accès à toute audience est libre, sauf si c'est une audience qui est dite de huis clos. On peut librement aller assister, parce que tout simplement, ça part du principe que la justice est publique. D'accord. Et elle est rendue publiquement. Tout le monde a le droit d'aller voir la justice qui se rend. Donc, c'est pas toujours intéressant, ça c'est sûr, mais on a tous le droit d'aller à n'importe quelle audience, civile, commerce, pénale même, on peut y aller tant que c'est pas une audience à huis clos, et ça Donc, déroge pas à la règle. donc gratuitement, on peut venir sur place et regarder, et puis Absolument. comme ça, un peu se C'est tout former. à fait gratuit, on y va, on s'assoit dans un coin de la salle, on demande à l'accueil dans quelle salle a lieu la vente aux enchères pour les biens du jour, et puis on va s'asseoir dans la salle, et ma foi, on laisse se dérouler les choses, et vous allez voir, donc il y a le magistrat et les greffiers qui gèrent un petit peu le déroulement de l'audience, avec les ventes successives de biens, puisque la plupart du temps, il n'y a pas un seul bien en vente, il y en a plusieurs à l'audience, et puis les avocats qui sont là, avec ou sans leurs clients, et qui enchérissent à tour de rôle. Donc effectivement, moi pour commencer, je conseille d'y aller, alors ou seul pour voir comme ça, ou même après avec son avocat, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est super intéressant là, ces différentes étapes. Non seulement les outils dont tu as parlé tout à l'heure, mais également les étapes. Je crois que c'est assez crucial de bien savoir Ouais. fixer son prix limite, de le communiquer à l'avocat, de bien choisir son avocat. Moi, je trouve ça, c'est bien clair. En tout cas, dites-moi dans le chat si pour vous c'est clair aussi, si vous trouvez ça intéressant, si la procédure pour vous elle est claire. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. En tout cas, dites-moi si déjà le contenu qu'on a suivi là déjà. Si il vous a bien intéressé et si on continue sur la troisième partie. J'attends vos retours. En tout cas, moi, ça m'intéresse bien parce que bon, je suis dans une démarche pour plusieurs biens là et je suis pas encore à l'étape 5, mais très bientôt. Oui, tu as bien Audrey, avancé quand même, tu as bien bossé déjà, ouais, Eric. bah, tu m'as aidé aussi. Donc, Audrey qui dit c'est très clair et très intéressant. Ok, Merci Audrey, c'est très gentil. merci. Écoute, je pense qu'on va continuer alors, puisque le temps passe. On va Ouais. passer donc sur Merci la Fabien. deuxième partie. Merci Fabien. Donc, je te laisse. Ouais. Les stratégies et les étapes clés, attends, un exemple pour calculer des frais. Alors oui, Michel, on peut. Alors, je vais on va avoir un exemple de différence entre mise à prix enfin adjudication et achat. Euh, les stratégies à mettre en place, alors. Il y en a plusieurs et elles vont aussi dépendre de là où vous êtes et du type de bien auquel vous vous intéressez. Et du coup, on peut en donner plusieurs et celles qui sont valables, on va dire partout, notamment, c'est se fixer, s'intéresser à des biens sur certaines périodes de l'année. Il y a des périodes où il y a un petit peu moins de monde, les gens sont un peu plus relax. C'est valable aussi dans d'autres secteurs que les enchères immobilières, mais la période estivale ou la période dans laquelle on arrive, la fête de Noël, les audiences il y en a parfois vers le 20 décembre, 15-20 décembre. Souvent, il y a moins de monde et c'est surtout vrai pour le mois de juillet. En août, il n'y a pas d'audience de façon générale, mais en juillet, il y a toujours moins de monde aux audiences. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à ces biens-là parce qu'on sait que s'il y a moins de monde, nécessairement, comme ce sont des enchères, a priori, il y a moins de chances pour que les enchères montent. On voit aussi, alors là c'est localement, des zones auxquelles il est plus intéressant de s'intéresser ou pas en termes de stratégie. Les grandes villes nécessairement ont
plus d'attrait, intéresse plus de monde, et notamment plus de professionnels. Et donc, je prends par exemple les Paris, les Bordeaux, les Nantes, etc. Sur certains types de biens, notamment les immeubles de rapport, il va y avoir pas mal de monde d'intéressés, notamment pas mal de professionnels. Donc ça va être plus compliqué de faire une excellente affaire. On peut acheter en dessous du marché, mais voilà. Il y a aussi sur certains types de biens, certains endroits où les maisons de ville sont particulièrement prisées, et vous allez avoir là, des particuliers qui vont aller faire du one shot comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas spécialement aux ventes aux enchères, mais comme ils sont très affamés et qu'il y a peu de biens sur le marché, finalement ils vont s'y intéresser presque malgré eux et essayer d'aller acheter leur résidence principale par ce biais-là. Et nécessairement, ils n'ont pas la même problématique de rentabilité qu'un investisseur, et donc ils sont prêts à acheter le bien plus cher. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai commencé comme tout le monde, je me suis dit, tiens, après tout, ça marche, pourquoi pas aller voir sur Paris et chercher des trucs intéressants. Et j'ai fait ça avant cet été, là, juste avant l'été, et il y avait 3 appartements à vendre dans un même immeuble. Ça s'est vendu, mais beaucoup, beaucoup plus cher, plus de 200 000 euros au-dessus du prix limite que moi je m'étais fixé. Alors, il y avait une marge raisonnable, hein, mais malgré tout, voilà, ça s'est vendu à des prix Hmm. Donc, je crois très. qu'on dans la partie suivante, il y a plutôt des secteurs et certains types de biens à cibler en particulier. Exactement. On va passer à la suivante qui est liée aussi, donc Juste en avant, lien avec les stratégies. en Ouais, termes de dis-moi. stratégie, est-ce que là, il y avait une question de Kama qui demandait si l'avocat, est-ce qu'il n'a pas tout intérêt à prononcer la valeur limite pour avoir un maximum d'argent? Il Ou n'a pas le alors, droit. est-ce qu'il Euh, commence, est-ce qu'il y a des paliers ou comment ça se passe? Effectivement, ça fonctionne par palier. Ça veut dire que l'avocat ne peut pas dire si la mise à prix démarre à 20 000, mon client propose 40 000. Hmm. Ça va. Déjà, il a une obligation. Un avocat, c'est quand même quelqu'un qui prête serment. Il a une obligation de moyens vis-à-vis de son client, et donc il ne peut monter que palier par palier. Dans le cahier des conditions de vente, il est prévu que les enchères se fassent de 1000 en 1000 ou parfois de 2000 en 2000, moins fréquemment de 500 en 500. En général, c'est 1000 1000 ou 2000 2000. Et les avocats vont comme ça monter de 2000 en 2000. Ils ne peuvent pas D'accord. aller au-dessus. Et Ok. oui, effectivement, il y a un avantage pour lui, il y a un intérêt à ce que ça se vende bien, mais malgré tout, non, il n'a pas le droit de faire ça, et ça se fait pas. Ok. Ça ne se fait pas. Très bien. Rassurez-vous, ou rassure-toi, Kama. Donc, quel type d'enchère et quel type de bien privilégier? Est-ce que tu peux nous mettre sur la slide suivante, si tu veux bien, Eric? Voilà. Pour commencer, moi, je vous conseille d'aller sur les petites surfaces. C'est quelque chose qu'on fait, mais même un investisseur confirmé. Ça, c'est le premier bien que j'ai acheté aux enchères. C'est une toute petite surface, tout simplement parce que les professionnels vont pas s'y intéresser. Hmm. Donc, vous allez augmenter vos chances de remporter les enchères. Et au-delà de ça, vous allez vous sécuriser vous-même parce que vous êtes dans un environnement plus simple à gérer. Les sommes en jeu sont moins importantes, que ce soit du cash à amener ou que ce soit sur un emprunt. La banque, vous savez très bien qu'elle est plus encline à prêter une somme moins importante que très importante. Et donc, ce sera moins challengeant pour vous finalement de commencer par une petite surface. Et en plus, vous augmentez vos chances. Pas de pros ou peu de pros, des marchands de biens, ils vont pas aller s'intéresser à des petites surfaces parce que leur marge nécessairement est réduite, alors que le temps passé et les démarches à faire sont les mêmes. Hmm. Donc là, je vous ai mis l'exemple du premier bien, effectivement, que j'ai acheté, qui est un studio de 17 mètres carrés. Alors, je vous donne pas la ville, tout simplement, parce que je me suis rendu compte, pour avoir échangé plusieurs fois, que les gens ont tendance ensuite à aller se focaliser sur ce secteur-là et à être déçus parce qu'ils s'imaginent que les prix sont de Tous. l'ordre de ça et que c'est une vérité absolue, c'est une science exacte. Non, non, c'est jamais une science exacte, et les enchères ne le sont pas. Il y a des vérités de moments, de biens, etc. Et voilà. Et puis surtout, on s'amuse pas à aller regarder, enfin, je conseille pas du moins d'aller regarder à 3 ou 4 heures de chez soi quand on commence, parce que nécessairement c'est plus compliqué. Puis si on ne connaît Hmm. pas le marché, en plus, ça ajoute à la difficulté. Donc là, pour cet investissement, tu l'as acheté, tu l'as revendu dans la foulée sans. Ouais, c'est ce que j'ai mis. En fait, alors, c'était pas nécessairement prévu à la base, mais le fait est que, donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un bien que j'ai acheté sans visiter. J'ai acheté avec un ami. Les enchères, moi, je fonctionne. En plus, c'est l'occasion de le faire avec un de mes meilleurs amis, qui aussi, du coup, est mon associé sur la partie investissement en chair. Et puis sur d'autres trucs, mais peu importe. Et le fait est que, effectivement, ce bien-là, je l'ai vu. C'est quand je commençais à m'intéresser, on va dire, de façon très sérieuse aux enchères. Je l'ai vu, il restait une semaine avant la vente. La visite était passée. Et donc j'ai quand même demandé les documents à l'avocat, et bon, bah, je me suis dit non, là il coche trop de cases, on va y aller quand même, ma foi, on verra bien. Et il y avait 4 appartements à vendre dans une petite copro de 8 appartes, et celui-ci était loué, donc en plus je me suis dit qu'il intéresserait probablement moins de monde.
Donc il était loué 290 euros par mois. Il y avait le bail, il y avait tout. Ma foi, voilà, il y avait quelques infos sur le locataire. Et c'est un bien qui était mis à prix 12 000 euros. Je vous l'ai pas mis là sur le slide. Mis à prix 12 000 euros que j'ai réussi à avoir, qu'on a réussi à avoir à 15 000 euros. Donc adjugé 15 000 euros. Ça nous a coûté tout frais compris 22 000 euros. Donc 7 000 euros de frais, ça peut paraître très important. Là, on est presque sur 50% de frais. C'est un pourcentage très important parce qu'on est sur une petite valeur. Plus on monte dans les valeurs et plus les pourcentages de frais diminuent parce qu'il y a des montants de frais qui sont fixes. Les frais de procédure dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les frais préalables, que le bien finalement parte à 15 000, à 50 000 ou à 100 000, ils sont fixes et ils sont compris entre 3 500 et 6 000 euros. Donc la proportion, vous voyez, n'est plus du tout la même. Et ce bien-là, donc, on l'a revendu tout simplement parce que on l'avait acheté cash et immobilisé, vu la plus-value qu'on avait l'attente sur le bien, la possibilité de le revendre, puisqu'on l'a acheté très peu cher, le fait qu'on était sur un syndic de copro qui était un syndic bénévole, qui était pas très diligent, qui s'était mis là par défaut, qui gérait pas Ouais, très bien la copro, c'était on mieux s'est de dit, c'était mieux de voilà, revendre plutôt que de devoir le gérer, surtout pour un loyer de ce montant-là. tous les indices allaient vers une revente rapide, donc Mm. on a dit ok, on le garde pas, on cherche à le revendre, on va chercher à le revendre très bien, et ma foi, si on le revend, on le revend, si on le revend pas, c'est pas grave, on était à une rentabilité quasi de 16% avec ce prix-là, sans travaux, sans rien, parce que vous le voyez les photos, là on a le séjour avec le coin cuisine, hein, c'était propre, ça avait été refait 3 ou 4 ans avant, je crois, le locataire y était depuis ce moment-là, il n'était pas décidé à partir, et on l'a donc revendu, loué, où on a eu les loyers qui sont tombés pendant 6 mois, on l'a acheté donc 22 000 passé partout, et on l'a revendu 37 000 en 6 mois, 6 mois et demi. Mm. Donc, c'est une belle opération et c'est quelque chose Ouais. qui est accessible plus ou moins à toutes les bourses. Hein, voilà, sur des montants comme ça. Surtout que je pense que le temps que tu as passé pour faire l'opération, il était pas très important. Enfin, Non, c'est quelques non, heures. Là, on parle de quelques heures, j'imagine. complètement. Finalement, le plus de temps, alors c'est un bien qui était à 2h30 de chez moi, 1h30 de chez mon associé, donc c'est lui qui a géré. Moi, je suis plutôt sur la partie simulation achat et lui sur la partie revente. Donc, c'est lui qui s'est occupé des visites et tout, donc ça a demandé un petit peu de temps, mais bon, ça, on en passe tous par là nécessairement. Mais à part ce temps-là, non, effectivement, une fois qu'on a eu contacté le locataire, mis en place les paiements des loyers et tout, on n'a eu aucun souci pendant les 6 mois dans lesquels on a eu le bien. Je vous dis, les seuls couacs, c'était cette copropriété, enfin ce syndic de copro qui était pas diligent, qui gérait pas bien le truc, et du coup ça nous a fait dire, allez, tous les indices concordent, on revend, on reprend le bénéfice et on va en faire autre chose. Mm. Ok. Donc oui, plutôt axer donc les petits biens parce que je pense que les marchands de biens ils sont plutôt sur les gros immeubles. J'ai remarqué ça aussi. Et C'est puis il y a ça. des zones géographiques aussi qui sont plus intéressantes où Souvent, il y a de belles affaires sur les communes agglo ou proches agglo autour des grandes villes. On va Mm. avoir là sur de la maison d'habitation ou même sur des appartements, des biens parfois loués d'ailleurs, qui effectivement attirent moins de monde, puisqu'il y a des gens qui ne ciblent leurs recherches que sur la ville principale. Non, je suis pas déclaré en marchand de biens. C'est pas l'objectif n'était pas une revente et c'est pas quelque chose que je fais régulièrement l'achat-revente. Tiens, j'en profite parce qu'on a fait un sondage là en début de conférence. Je vous ai pas encore donné les résultats, juste pour savoir à peu près qui a déjà assisté à des ventes aux enchères. Donc il y a à peu près un peu moins de 20% qui ont déjà assisté aux ventes aux enchères et 11% qui ont déjà proposé une enchère. Mais pour l'instant, personne n'a encore acheté. Donc là, je pense que vous êtes au bon endroit en tout cas pour aller un peu plus loin, pour passer quelques étapes supplémentaires. Et donc, il y a un peu plus de 80% qui ont seulement pour le moment entendu parler des enchères. Ok. Alors, je propose peut-être, je sais qu'on a quelques idées reçues aussi auxquelles on va rapidement répondre. Concernant les ventes aux enchères, il y a une première idée reçue, j'entends ça de temps en temps. Alors, je vous rassure, c'est pas un de mes immeubles, hein, celui-ci. Euh, mais on entend souvent qu'aux enchères, on trouve que des biens de mauvaise qualité. Alors, je vais peut-être. Bah, la réponse est non. Je vais te répondre rapidement, Eric. Et puis on l'a vu dans les slides précédents sur l'exemple que je vous ai montré, puisqu'effectivement c'est un bien qui était en très bon état. Il y en a. Je vous dis pas que c'est la majorité. Effectivement, il faut bien avoir en tête que c'est des biens dont les propriétaires précédents n'étaient pas nécessairement des personnes très diligentes,
puisqu'ils ont fait l'objet de saisies immobilières ou de liquidations judiciaires la plupart du temps. Alors, un accident de la vie, ça arrive tout à fait, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun jugement sur ce que je dis, bien sûr, mais le fait est que majoritairement, les gens ont tendance à avoir des difficultés d'organisation sur la typologie de personnes dont les biens se retrouvent vendus aux enchères. Malgré tout, voilà, nous en l'occurrence, c'était sur une liquidation, il y avait aucun problème. Il y a régulièrement des biens qui sont en bon état d'entretien. Et puis il y a des biens sur saisie immobilière où les gens ont un accident de la vie, c'est leur résidence principale qui est saisie. Et donc la maison elle est bien entretenue, maison ou appartement d'ailleurs, pardon. Je peux vous donner un exemple aussi d'un bien que je vais visiter demain. Bon, j'ai quelques photos pour vous montrer. Donne pas l'adresse, Eric, donne pas l'adresse. Non, je ne vais pas donner l'adresse. En tout cas, c'est pas très loin. Ouais, c'est dans l'Est. Non, mais... Je ne donne pas l'adresse. Mais donc ici, vous voyez par exemple les photos du bâtiment. Vous voyez que c'est en très bon état à l'extérieur. Alors, bon, là, en fait, je suis dans le procès-verbal, donc le document de l'huissier. Et donc en fait, en termes de... Voilà, en fait, il va vraiment mettre tous les détails. Là, on voit, il y a la peinture qui part un peu en dessous. Dans les parties communes, ouais. Ouais, au niveau des balcons, mais autrement, voilà, c'est en très bon état. Bon, là, c'était un bien qui était encore habité quand l'huissier est passé, mais il va vraiment aller dans le détail. Vous voyez, il y a énormément de photos. Et puis après, il y a du texte aussi qui décrit l'état de chaque pièce, de chaque élément. Ici, on voit la salle de bain. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible de trouver des biens qui sont voilà, utilisables en l'état, ou alors avec très très peu de travaux. Donc voilà, pour montrer un exemple. Ok, donc ça c'était pour répondre à une première... Yann propose 15 000. 15 000 pour celui-là? Ouais. Bon, la mise à prix est de combien, Eric, là-dessus? La mise à prix, elle est à 45 000. Mais c'est dans un secteur où... alors ce bien-là, bon, j'ai fait une estimation. Je pense qu'il vaut facilement 3 fois, voire 4 fois le prix de la mise à prix. Donc, ouais, c'est un bon prix de départ. Et c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup... À mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'enchérisseurs ou Enchérisseurs, ouais. Enchérisseurs. Voilà. Donc, ouais. T'es pas en plein écran sur les slides, Eric. On voit ton écran, mais on voit les commentaires à côté. Effectivement, ouais. Alors, hop. C'est où? Ici. Donc, idée reçue 2, la vente aux enchères, c'est une procédure nébuleuse. On a vu, je pense... Non, je pense qu'on a déjà répondu, la procédure, et puis il faut pas... les étapes, je vous les ai données, et puis la procédure, c'est l'affaire des avocats, en amont de la vente, et puis après, c'est eux qui vont s'en occuper. Donc, c'est une sécurité aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir un avocat nécessairement qui va enchérir, puisque c'est lui qui va maîtriser la procédure qui va suivre. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, il nous suffit de savoir ce qu'on achète, combien on le paye, et à quel moment on devra payer ensuite. Ma foi, l'essentiel est là. Je t'entends plus, Eric. T'as coupé ton micro? Ouais, j'avais coupé le micro. Donc, idée reçue 3, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir enchérir et remporter la vente. Non, écoutez, on l'a vu, il y a là encore, il n'y a pas une vérité absolue. Il y a des biens qui sont, puis c'est en fonction des secteurs, tout dépend du marché, des biens qui partent cher, mais malgré tout cher, mais en dessous du prix du marché, et d'autres qui sont très très accessibles, comme je l'ai vu là. Et puis c'était une ville de préfecture. Voilà, c'était pas le fin fond de la campagne, l'appartement en question. Donc non, il y a... Il y a peut-être aussi une deuxième chose à dire, c'est que non seulement c'est pas nécessaire d'avoir le cash pour remporter la vente, on peut très bien faire un crédit, comme tu le disais tout à l'heure. Effectivement. Donc, le financement est tout à fait possible, ouais. La seule contrainte, c'est que pour pouvoir pour pouvoir enchérir, il faut déposer chez l'avocat un montant, je crois, c'est à peu près 10% de la valeur du bien.
Voilà, il y a une garantie. Alors, c'est pas de la valeur du bien, c'est de la mise à prix, effectivement. Ouais, ouais. Pour que l'avocat enchérisse pour vous, avant d'enchérir et avant de signer son mandat, il va vous demander de lui remettre, c'est prévu par la loi, là encore, hein, c'est pas déterminé comme ça, un chèque de banque ou une caution bancaire qui est de l'ordre de 10% de la mise à prix et qui peut pas être inférieur à 3 000 euros. Ce sera toujours minimum 3 000 euros. Donc pour tous les biens qui sont mis à prix en dessous de 30 000, 15 000 par exemple, ce sera 3 000 euros. Il va vous demander ça, l'avocat, il va vous demander tous vos justificatifs d'identité et une attestation sur l'honneur que vous ne faites pas l'objet d'interdiction d'être propriétaire de locaux d'habitation. Ça, c'est consécutif, ça a 2 ans, là, cette loi. C'est consécutif, vous savez, aux immeubles avec les difficultés marchands de sommeil dans la région de Marseille, enfin sur la ville de Marseille même, où les gens ont été condamnés, les propriétaires de ces immeubles, à l'interdiction de posséder des biens d'habitation. Donc l'avocat va vous demander ça. Et voilà, puis avec ça, vous allez pouvoir aller enchérir. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que certains avocats, ils gardent juste le chèque, ils ne l'encaissent pas nécessairement, donc ça dépend. Alors, comme c'est un chèque de banque, hein, c'est comme si c'était encaissé, puisque la banque va le retirer de ton compte pour le mettre sur le chèque. Mais effectivement, on peut aussi, c'est pas prévu par la loi, mais on peut aussi le faire par virement. Moi, ça m'est arrivé. L'avocat vous dit, allez pas, perdez pas de temps, allez à la banque. Vous faites un virement, il vous donne un RIB, c'est un compte CARPA, donc la caisse des avocats, c'est sécurisé, c'est à la caisse des dépôts et consignations. Et puis les 10%, vous les faites comme ça avec le justificatif, et l'avocat va enchérir sans problème. Et effectivement, l'avocat, si à la fin de l'enchère vous n'avez pas remporté l'enchère, il va la plupart du temps, il est venu avec le chèque, il vous le remet, vous repartez avec, vous le ramenez à la banque le lendemain et vous récupérez l'argent. Ok. Les prix sont trop hauts pour être vrais, j'ai peur de me faire avoir. Les prix sont trop. Alors, ce sont les mises à prix, là encore, et le j'ai peur de me faire avoir, finalement, se faire avoir, ça veut dire avoir soi-même raté quelque chose, puisque tous les documents sont à libre disposition, toutes les infos sont dessus, encore une fois, diagnostic technique, PV de description. S'il y a un bail écrit, l'huissier le mettra avec le PV de description. Enfin voilà, donc vous achetez finalement en toute connaissance de cause. Donc là où vous pouvez vous faire avoir, c'est par vous-même, j'ai envie de dire. Donc c'est important, c'est de se fixer une limite aussi au niveau du prix d'achat, à ne pas dépasser. Voilà, Et puis ça, ce qui est c'est bien aussi, l'essentiel. c'est qu'on a vraiment le temps d'étudier le dossier, d'aller voir le bien. On a le temps, hein, ça se fait pas c'est plusieurs semaines en général la procédure. Idée reçue 5. Il y a beaucoup de frais supplémentaires à payer par rapport à une vente classique. Alors, donc les frais, on les a dit, hein, frais de procédure préalable, qui sont les frais de toute la procédure qui a eu lieu avant, entre 3 500 et 6 000, en fonction, voilà, c'est une fourchette. Moi, je pars sur 5 000 sur mes estimatifs avant. Vous pouvez les avoir avant la banque. C'est l'avocat poursuivant qui peut vous les donner. Il peut vous les donner à l'euro près. Une fois que les visites sont passées, vous connaissez le montant des frais de procédure que vous devrez payer si vous achetez. Il y a les honoraires d'avocat, vous allez les connaître aussi. Il y a les émoluments d'avocat que vous allez pouvoir calculer. Les émoluments, alors ils fonctionnent par tranches. C'est des tranches un petit peu comme le système d'imposition en France. Ce sont des tranches dégressives. De 0 à 6 500, c'est 3% et quelques. De 6 500 à 17 000 euros, donc on parle bien de l'adjudication, c'est 2%, 40 et quelques. Et ensuite, tout ça, c'est dans le code du commerce. Si vous voulez, je vais vous le taper d'ailleurs. Tiens, regardez, on va le faire en live. 444-102 du code de commerce. Clac. Et avec ça, vous allez regarder l'article, vous avez les décotes. Vous avez aussi donc les frais qui suivent la vente et les publicités. Alors ça, c'est 100-150 euros, c'est très peu cher. Les publicités légales que fera l'avocat pour vous. Donc voilà, et les droits de mutation. Et finalement, ce dont on se rend compte quand on additionne tout ça, c'est que quand on fait un achat classique, on passe chez le notaire, on paye des émoluments au notaire, on paye des droits de mutation, on paye des taxes. Et finalement, l'un dans l'autre, ça va revenir plus ou moins, vous savez, on paye 7,5 ou 8% de frais au notaire, et finalement, là encore, on va payer des frais, mais ça s'équilibre en fonction du montant de l'adjudication. On n'est pas éloigné, voire même ça coûte moins cher que des frais de notaire. Ok. Si les enchères sont perdues, Kama, vous récupérez votre dépôt. Oui. C'est toi, Eric, pardon, qui a répondu. Oui, j'ai répondu. Bien Ouais. vu. Bon, Pardon. il y a quelques questions, mais on les garde pour un peu. Ouais, on y répondra après. Ça Il faut marche. qu'on J'ai mis la avance un charrue peu. avant les bœufs. C'est vrai que le temps passe vite. Je Ouais, ça fait pense. presque 1h30 déjà qu'on est ensemble. Ouais, Merci de effectivement. votre attention et de vos questions, ça fuse, c'est cool. Merci. Alors, je propose donc qu'on réponde aux questions. Donc, je vais reprendre à partir du début.
Parce qu'il y a beaucoup de questions qui que j'ai notées ce soir. Alors, la première question, il y en a certaines, on y a répondu. Une question de Fabien qui demande pourquoi le créancier ne passe-t-il pas par une agence ou un autre médium pour vendre son bien à un meilleur prix? Y a-t-il une contrainte au niveau de la loi? Alors, le créancier, c'est celui qui poursuit la procédure. C'est pas celui qui a le bien. Donc lui, sa seule opportunité pour faire payer sa dette, c'est de le saisir et de le faire vendre aux enchères par le biais de la justice. Le débiteur, il a effectivement la possibilité de vendre le bien. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la procédure de saisie est commencée, il ne peut le faire que sous certaines conditions et avec l'accord du juge. Et l'audience dont on a parlé tout à l'heure, vous savez, l'audience d'orientation, à laquelle le juge va fixer la date d'audience et arrêter la mise à prix, eh bien, c'est effectivement là aussi que le débiteur a la possibilité de dire mais attendez, j'ai trouvé un acheteur à tel prix. Et donc à ce moment-là, le juge va dire ok, a priori vous avez trouvé quelqu'un, je vous laisse 2 mois ou 4 mois, enfin un délai auquel il va fixer une nouvelle date d'audience, et à cette audience-là, il faudra que le bien soit vendu. Et donc c'est vendu dans certaines conditions, avec un prix minimum déterminé par le magistrat et avec un délai. Voilà. Donc ça reste possible à certaines étapes de procédure, au début de la procédure, du moins par le débiteur. Par contre, une fois que la date d'audience est fixée, c'est terminé. Ok. Il y avait une question de Laurent sur l'Alsace, donc ça on y a répondu. Donc en Alsace, sur Licitor, il n'y a pas d'annonce, mais en Moselle, il y en a. Question de Jack, peut-on combiner un achat aux enchères et un prêt bancaire? Je crois que tu y as répondu Oui, on y a également. répondu, ouais, c'est tout à fait possible. Il faut s'y prendre à l'avance, contacter le banquier Mm. avant, bien sûr, d'être déclaré adjudicataire, mais voilà. Et ça, tu l'expliques dans ton programme, tu expliques comment faire. J'explique ça précisément dans le programme, ouais, effectivement. Ok, parfait. Euh, bon, Audrey posait la même question. Peut-on faire un crédit lorsqu'on achète aux enchères? Donc c'est pareil. Doit-on obligatoirement passer par un avocat? Tu l'as dit. Quelle est la différence entre les enchères et les IMO interactives? Alors les IMO interactifs, c'est un système d'enchères finalement, mais là encore, l'idée c'est que le vendeur c'est une vente volontaire, c'est lui qui choisit de mettre son bien en vente. Donc l'intérêt, c'est que le bien se vende le plus cher possible. Et dans ce cadre de vente-là, il y a ce qui s'appelle un prix de réserve, ce qui veut dire que alors le prix d'appel est bas, la mise à prix, les enchères vont monter, mais si elles montent pas au-delà d'un certain prix, finalement le bien sera pas vendu. Ok, Ce qui n'existe pas, il n'y a pas de prix de réserve aux enchères. d'accord. Audrey qui demande est-ce que le prix de départ indiqué est uniquement dû au montant de la dette de la personne ou est-ce qu'il y a une grille de montant plancher par exemple? Non, il n'y a aucune corrélation entre le montant de la dette et le montant de la mise à prix. C'est vrai, la mise à prix, elle est en fait concrètement comment ça se passe. On valorise le bien dans l'état dans lequel il se trouve et l'avocat applique une décote, souvent c'est 50% pour le montant de la mise à prix. Ok, Mais il n'y a aucun lien entre la dette et la mise à prix. d'accord. Heureusement d'ailleurs. Est-ce que le bien est forcément vendu le jour des enchères ou peut-il être remis aux enchères une nouvelle fois? Je crois que tu y avais répondu également. Alors, oui et non. Il est nécessairement vendu s'il trouve preneur. Il se peut que personne ne soit intéressé. À ce moment-là, la banque, enfin, ou du moins l'avocat qui représente la banque ou le liquidateur a 2 options. Soit il choisit que le bien soit adjugé au créancier poursuivant, donc c'est la banque qui va devenir propriétaire du bien, avec toutes les conséquences derrière, elle devra le revendre, etc. Ou la plupart du temps, il va se désister, donc il n'y aura personne. Et soit ils vont attendre quelques mois, ils vont recommencer une procédure, il y aura de nouveau une vente, soit ça va s'arrêter là. Et il peut y avoir des ventes sur réitération, parce que le premier enchérisseur, la première personne, n'a pas finalement trouvé les fonds, ou bien a changé d'avis et n'a pas payé. Alors elle aura quand même une partie à payer, j'ai vu passer la question tout à l'heure. On ne peut pas se dédire, on ne peut pas finalement changer d'avis et se dire non, effectivement, j'ai changé d'avis, je ne veux pas acheter le bien, quelle qu'en soit la raison, c'est pas possible. Du moins, on ne pourra pas vous forcer à payer le prix d'adjudication. Par contre, vous devrez payer les frais de la première procédure et il y aura des pénalités de retard éventuellement à payer aussi. Ça, c'est si vous payez en retard. Si vous ne payez pas du tout, il y aura les frais de remise en vente qui seront à votre charge. Ok. Donc, c'est quand même pas très intéressant. Une question de Audrey. Donc, l'avocat est-il commissionné sur la vente s'il la remporte? Oui. Concrètement, est-il payé quel que soit le montant de l'enchère? Oui, je Est-il pense.
payé, quel que soit. Alors, l'avocat, de toute façon, il sera toujours payé. Hein, vous Mm. inquiétez pas pour lui. Il va vous demander de payer ses frais en priorité. Et en fait, le prix d'adjudication sera payé à un compte directement à la CDC, à la Caisse des dépôts et consignations, justement, qui est administré par le tribunal. Ça doit transiter par le tribunal, Mm. Ok. par le greffe. Je pense avoir répondu à la question. Sinon, Audrey, tu nous dis hein, si c'était pas ça le sens de Mm. ton propos. Maya qui demandait comment calculer tous ces frais précisément. Bon, tu as évoqué les différents frais. Après, je pense, avec ton outil de simulation, tu Ouais, les on as calcule au facilement. global en 2 clics et on peut aussi avoir le détail pour ceux que ça intéresse parce que moi personnellement j'aime bien toujours savoir ce que je paye au global et dans le détail et donc oui je vous ai donné le lien pour calculer les tranches d'honoraires d'émoluments d'avocats qui sont proportionnelles à l'adjudication. Après le reste ça dépend procédure par procédure mais j'explique effectivement tout ça très très en détail dans la formation. Ouais. Mm. Quelqu'un qui demande si le financement par la banque n'est pas accepté, je ne peux pas acheter le bien. Dois-je verser quelque chose quand même? Et j'y ai un petit peu répondu du coup, effectivement, on peut être condamné, enfin, on sera nécessairement obligé de payer les frais de procédure. Et d'ailleurs, ils seront payés en partie par le chèque de banque que vous avez remis à Mm. l'avocat, qui du coup il est conservé dès lors que vous êtes déclaré adjudicataire. Il vient payer en priorité les frais préalables, les frais de procédure. Et donc, ça va payer ça, en tout ou partie. Et si ça suffit pas, on va vous demander le complément, effectivement. C'est jamais anodin d'être déclaré adjudicataire. Voilà. C'est pour ça que si on est un peu limite, il vaut mieux pas y aller. Ou alors, il vaut mieux fixer son enchère maximale très basse pour se dire, je prends une sécurité, ce qui fait que finalement, bon, j'ai plus de chances d'avoir mon financement. Si on explique au banquier, ben voilà, je l'ai eu 50, il vaut 80, voilà. Si on a affaire à quelqu'un qui est un minimum intelligent, ça va aller dans le bon sens. Et si malgré tout on n'a pas le financement, bon ben aujourd'hui il y a d'autres outils, il y a des investisseurs privés qui peuvent nous aider, nous amener des liquidités en contrepartie, voilà, d'un taux d'intérêt ensuite. Franck qui demande comment s'arranger avec la banque pour le financement avant l'enchère, car pour un investissement locatif, le but est d'utiliser le levier du crédit au maximum. Ah oui, comme on ne Euh, connaît pas encore le prix final de l'enchère, c'est ça la question, et je c'est pense. selon l'estimatif. Alors du coup on va partir de notre enchère max, Hmm. parce que qui peut le plus peut le moins. Donc on va aller voir son banquier en disant voilà quel prix max je l'ai fixé, pourquoi, et je vous explique la suite en détail dans la formation. Mais oui, on part du max. Hmm. Et puis ensuite, si on l'a un meilleur prix, ma foi, tant mieux. On espère toujours. Question de Audrey qui demande si un bien acheté est occupé par les propriétaires. Je suppose que ce serait peut-être le même avocat qui a enchéri qui peut entamer une procédure de sortie des locataires. Euh, Alors, la procédure. Alors attends, excuse-moi, tu peux la relire, pardon? donc si un bien est acheté et déjà occupé par les propriétaires, donc je pense Oui. que ouais, Donc les propriétaires, oui. euh, c'est quel- Ça veut dire expulsion derrière, j'ai compris. C'est qu'après, il y avait le mot locataire qui me gênait et ah oui ça allait oui pas c'est bien. ça. Donc si effectivement la personne qui était propriétaire précédemment reste dans les lieux, ben, malheureusement, c'est à vous qu'il appartient de faire les démarches. La bonne nouvelle, c'est que oui, il faut faire une procédure d'expulsion, mais elle ira plus vite qu'une expulsion locative, tout simplement parce que le jugement pardon, qui est rendu par le tribunal, le jugement d'adjudication, vaut titre d'expulsion. Ça veut dire que vous vous épargnez toutes les premières étapes de procédure, vous allez directement au commandement de quitter les lieux et aux étapes qui suivent, et l'expulsion vient seulement, j'allais dire, quelques mois après. Mais effectivement, c'est à vous de le faire. Vous pouvez tout à fait passer par l'avocat, et il faudra passer nécessairement par un huissier aussi, puisque c'est l'huissier de justice qui met en place la procédure. Et précision, tiens d'ailleurs, j'aurais pu vous le dire avant, aujourd'hui, vous allez voir passer le terme de commissaire de justice, et plus d'huissier de justice, c'est tout simplement parce qu'ils ont changé de nom. Depuis le 1er juillet 2022, les professions d'huissier et de commissaire de justice ont été fusionnées, et de commissaire-priseur, pardon, ont été fusionnées, et aujourd'hui on parle pour les deux de commissaire de justice. Voilà. Donc soyez pas surpris, c'est ça. Ok. Titre exécutoire, Audrey, exactement, c'est tout à fait ça. Fabien qui demande y a-t-il des livres manuels, textes de loi, de référence sur les règles, procédures des enchères judiciaires? Alors, toutes les règles, les étapes de procédure, comment c'est vendu, dans quel délai, quelles sont les publicités légales à faire par l'avocat, etc. Tout ça, c'est prévu et fixé dans le Code des procédures civiles d'exécution. J'ai plus les articles exactement en tête, la numérotation, mais il y a tout un chapitre
qui est consacré aux ventes, à la saisie immobilière et ensuite à la vente de biens saisis immobilières. Et donc vous avez tout ça, c'est le code des procédures civiles d'exécution. C'est un peu rébarbatif à lire. Mais vous allez sur un site qui s'appelle Légifrance et vous avez tous les textes de loi et tous les textes de code. Merci. Une question de Charlie qui demande: une SCI détenue par personne morale peut-elle participer à des enchères ou restrictions? Oui, tout à fait. Dès lors que c'est le représentant légal qui mandate l'avocat pour le nom de la société, effectivement. Mais il faut bien mandater du coup l'avocat au nom de la bonne personne, la bonne société ou vous-même si c'est pour vous-même. Alors j'ai une question d'Audrey pour moi en fait qui me demande: Eric, je serais curieuse de savoir pourquoi tu t'intéresses aux enchères. Est-ce par rapport aux emprunts bancaires ou est-ce que quelque chose qui te permet d'accroître ton patrimoine pour y faire de l'achat-revente et dégager de l'argent pour mettre, pour mettre dans d'autres projets? Alors, en fait, la raison numéro un pour laquelle je m'intéresse aux enchères, c'est que en fait, pour moi, c'est une nouvelle technique de prospection et dans mon secteur, c'est devenu un peu plus difficile de prospecter ces 2 dernières années. Et donc, pour moi, c'est une technique qui m'ouvre de nouveau des possibilités de biens rentables et de faire du cash flow. C'est surtout pour ça que je m'y intéresse. Et après, la stratégie, ça va être je pense que pour les biens qui sont éloignés, qui sont à plus de 100 km de chez moi, ça va être de l'achat-revente. Et pour les biens qui sont plus proches, ben, je vais les garder en gestion. Enfin, après, je vais arbitrer, hein, je ne peux pas dire encore avec certitude, mais en tout cas, ce sera ça la stratégie. Donc, c'est vraiment par rapport aux possibilités de prospection qu'elle m'offre. Alors, ensuite... Oui, puis c'est challengeant aussi, je pense, outre l'aspect développement de patrimoine, stricto sensu, découvrir un nouveau truc. Enfin, quand on aime Exactement. investir, et je pense qu'on est tous là un petit peu pour ça, c'est voilà. Moi, j'aime bien aussi la nouveauté, découvrir des nouvelles Ouais. choses. Donc, c'est un côté que je connaissais pas. Et là, je suis en train, c'est excitant parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, il y a Et aussi ce rentable en côté-là. plus. Ouais. Et rentable en plus. Fabien qui demande: peut-on remettre aux enchères un bien que l'on a acheté et qui ne convient pas? Trop de travaux, vices, y a-t-il un délai de rétractation? Alors, il n'y a pas de délai de rétractation, aucun. Et peut-on remettre aux enchères? Alors non, vous avez été déclaré adjudicataire, il faut tout payer, à la fois les frais et le montant de l'adjudication. Et puis si vous voulez le revendre derrière parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une erreur, eh bien il faut le vendre. Alors vous choisissez le moyen, vous pouvez peut-être le revendre aux enchères, mais du coup sur un site spécialisé ou par un notaire. Ce ne sera pas des enchères judiciaires, puisque ce ne sera pas issu, en tout cas je vous le souhaite, d'une procédure judiciaire. Ok. Une question de Franck qui demande au sujet de la formation, enfin du programme que tu proposes ce soir, Ouais. s'agit-il de la même formation sur le site de Guillaume? Non. Coaching de groupe, faire des Alors affaires aux enchères. effectivement, le coaching de groupe, c'est l'extrait, la capture d'écran que vous avez vu tout à l'heure. C'est ce que je faisais c'est ce que je fais depuis quelques mois, où c'est un coaching, c'est un accompagnement de 5 séances par groupe de 5 personnes max. On démarre à 3 les sessions et on peut aller jusqu'à 5, c'est 5 rendez-vous d'1h30 en fait. Où on va reprendre, c'est à la fois formation et coaching, dans le sens où ça reprend dans le fond tout ce qu'il y a dans les modules vidéo. Alors on peut pas aller aussi loin parce que malgré tout on est tenu par le temps, mais c'est 5 fois 1h30, c'est les soirs ou les samedis matins, et effectivement ça mélange un peu les deux. Du coup c'est agrémenté de mes expériences, et en général les gens commencent à partir de la deuxième séance à aller sur le terrain à regarder les trucs, et ensuite c'est agrémenté de c'est 5 séances d'1h30 ensemble, quoi, où je suis là à chaque fois, présent physiquement, il y a une dynamique de groupe, voilà. Mais non, c'est pas la même chose. Donc là, il y a vraiment le programme complet en plus, et puis il y a quand même aussi les 3 séances. C'est plus Mais complet, il y a plus de temps de vidéo, effectivement, et il y a en plus les 3 heures qui sont pour le coup individuelles, et entre guillemets, vous m'avez juste pour vous, quoi. On répond à vos problématiques, à vous. Ok. Question de Mike qui demande si la formation est disponible pas via le CPF. Non, 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 elle n'est pas Non, disponible via le CPF. non, non. Combien de temps, question de Kama, combien de temps au maximum faut-il payer quand on a gagné l'enchère? Au bout de combien de temps, je pense? Ouais, je pense, la question, ça doit être au bout de combien de temps faut-il régler quand on a D'accord. gagné? Alors, le délai le plus courant, c'est 2 mois pour payer les biens. C'est le délai en matière de saisie immobilière. Ça peut être 3 mois pour les liquidations judiciaires. Et là, on voit l'intérêt justement de savoir d'où vient le bien et à quelle procédure on a affaire.
parce que ça va aussi nous fixer le délai pour payer derrière. Alors, l'avocat sera là pour vous le dire. De toute façon, c'est lui qui va vous appeler les fonds, qui drive le truc, qui va vous dire à quel moment il faut payer les frais, quel moment payer ses honoraires, l'adjudication, etc., sur quel compte. Mais voilà, c'est 2 mois dans 90% des cas et ça peut être 3 mois. Question de Mike, merci pour ta réponse Guillaume. Question de Mike qui demande, qui dit Licitor c'est très bien, connaissez-vous Agorastore? Alors Agorastore, j'avais jeté un œil, ça fait un moment que j'étais pas allé. Je crois pas que ce soit des ventes judiciaires sur Agorastore. Je crois que c'est des ventes, alors, c'est des ventes par l'État, je crois. Donc, peut-être je vais jeter un œil en même temps. État français, ouais, c'est ça, c'est des ventes par l'État. Donc c'est pas le même cadre en fait. D'accord, parce qu'il y a aussi un site de l'État, je crois, enchères publiques ou quelque chose comme ça, il y a aussi Ouais, un site, c'est ouais. ça. Et qui du coup regroupe pardon, et liste, c'est des biens mobiliers. On trouve notamment des voitures, on peut trouver des montres. C'est des Ouais. biens issus sur des procédures de saisie et des saisies pénales parfois. Donc voilà. Mais c'est pas ce qui est expliqué dans la formation. Ce sont pas des ventes judiciaires. Donc les conditions, les garanties ne sont pas les mêmes. Il y a aussi des biens très intéressants hein, sur le site des ventes d'État. Les ventes de Et- l'État, ça peut être très intéressant. Alors, sur les ventes aux enchères, etc., il y a une condition qu'on n'a pas dans le judiciaire, c'est effectivement ce prix de réserve fixé par l'État, qu'on ne connaît pas à l'avance. C'est-à-dire qu'on peut très bien être intéressé, y aller et ben finalement remporter l'enchère, mais ne pas avoir le bien quand même parce qu'on est en dessous du prix de réserve. Donc voilà. Mais ça, j'avoue qu'effectivement, je sais ce que c'est, j'y ai jeté un œil, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise à proprement parler. J'ai pas Mhm. développé de technique propre à ça, quoi. Mhm. C'est vrai qu'il y a C'est moins de moins dans mon. contrôle, c'est un peu à l'aveugle. On dépose sa lettre et puis on attend. Mais je connais un investisseur qui a acheté par ce biais-là et il a fait D'accord. une affaire sympa. Ouais. Ok. Une question de Fabien qui demande, est-ce que tu connais la proportion de ventes qui se font aux enchères judiciaires par rapport au volume global? Quel est le profil type de l'acheteur investisseur aux enchères judiciaires? Alors, une proportion, non, j'en ai pas la moindre idée, puis je pense que ça varie tout le temps. Ça varie du marché global, en fonction du marché global et des ventes aux enchères. Ce qu'il faut comprendre avec les enchères immobilières, c'est que c'est à la fois continu et en même temps fluctuant. Il y a toujours des ventes aux enchères, il y a des audiences chaque mois, parfois deux. Des fois, un mois, vous allez avoir 2 biens vendus et le mois suivant 10. Des fois, vous allez avoir un lot de 8 biens d'un coup qui seront vendus parce que c'est une grosse liquidation judiciaire. Voilà. Donc, il faut quand même s'armer de patience. C'est vraiment un complément. L'idée, c'est qu'on va pas devenir millionnaire en 3 ventes grâce aux enchères immobilières et en 6 mois. C'est un complément pour les investisseurs. Alors, ça peut être débutant comme confirmé, on peut être débutant et s'y mettre aussi, il n'y a aucun souci, mais c'est un outil de diversification. Voilà, vraiment les enchères. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois Et aussi comme un outil ouais, de prospection qui est adapté à notre époque. Parce que quand on voilà. regarde dans énormément d'endroits en France, les prix sont énormément montés ces 2, 3 dernières années. Mm, Et mm. avec les méthodes traditionnelles, ça devient compliqué. Donc pour moi, c'est un peu le truc providentiel qui arrive là. Je suis content C'est de. une corde de plus à l'arc de l'investisseur. Voilà. On peut s'en servir encore une fois pour répondre le profil type de l'acheteur investisseur aux enchères. Il y a des marchands de biens d'un côté qui vont être surtout sur les secteurs où c'est le plus rentable, où les prix au mètre carré sont les plus élevés, parce que c'est là qu'ils ont un gap le plus important à faire. Ils vont être sur des biens relativement chers souvent, parce que c'est là qu'ils vont pouvoir faire la plus grosse marge ensuite à la revente. Et puis voilà, puis après il y a les acheteurs investisseurs comme nous, et il y a aussi sur certains types de biens, comme je l'évoquais tout à l'heure, le particulier lambda, parce que le bien est à vendre sur son secteur, parce qu'il a appris par le maire ou par le voisin qui avait une maison qui se vend sur un quartier où il veut, où il s'intéresse, auquel il s'intéresse, pardon, et qui va sur du one shot comme ça, voilà, y aller. Et ça, effectivement, moi j'aime pas trop quand c'est pour la résidence principale de particulier, parce que nécessairement il a une enveloppe plus conséquente à mettre que nous, mais bon. Après, c'est vrai que ta méthode, ça peut aussi être une méthode intéressante pour quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale. Ouais, bien sûr. Pas nécessairement. Ouais, même Et même plus, j'allais dire. Ouais. Parce qu'on est prêt à mettre plus cher pour quand on achète pour soi que pour investir, parce qu'il n'y a pas de problème de renta derrière. Ouais. D'accord. Juste pour répondre à Kama qui m'a envoyé un mail, j'ai bien reçu ton mail, j'y répondrai ce soir ou au plus tard demain matin, je m'en occupe, hein, Kama. Une question de Mike qui demande Mhm. en général un appartement à 100 000 euros.
un prix annoncé à 50 000 et il ressort à 70 000, donc on gagne combien? Environ 20 ou 30% par rapport au prix du marché. Ah, ben là encore, ça dépend vraiment du marché local en fait, parce que le prix auquel tu vas l'acheter, vous allez l'acheter, dépend, enfin, le delta dépend de la valeur et du marché. Ça veut dire que pour fixer son prix idéal, il faut aussi tenir compte du marché auquel vous êtes soumis et de l'endroit où vous investissez. Donc il faut connaître son marché et aller regarder sur le marché sur lequel le bien se trouve, quel est le prix de marché, effectivement, le prix moyen auquel se négocierait le bien s'il était vendu par un biais classique, par un moyen Mhm. traditionnel. Mais là, C'est je une pense des que étapes, effectivement. c'est ce qu'il met au début de sa question. Si l'appartement vaut 100 000 euros, donc sa valeur réelle, c'est 100 000 Donc là, euros, non, donc prix c'est... du marché. Et si on l'achète à 70 000 aux enchères, qu'est-ce Oui, qui bah, reste c'est comme ça. rentable? Alors, Après, il faut rajouter les frais, je pense. Il faut rajouter voilà, si c'est 70 000 à juger, effectivement, il faut voir les frais en plus. Alors là, comme ça de tête, je ne peux pas sortir effectivement ça quels doit être seront les 6 ou frais. 7%, 6 ou 7% de plus à peu près. Oui, oui, sur 70 000, ça doit être dans cet ordre-là, ouais, 6, 7, Donc, voire ouais, 8. Il y a toujours un petit delta, les frais dans de les, procédure. On les connaît avant, mais ils varient toujours d'une procédure à l'autre. ouais, on va dire, ça va tourner autour des 75 000 euros avec les frais. Non, alors 75 000 euros si tu ajoutes les frais de procédure, tu ajoutes les frais d'avocat, tu vas monter à allez, 77, 78, peut-être 80 en tenant compte des émoluments proportionnels. Et Mhm. si on ajoute les droits de mutation qui sont peu ou prou de 5%, c'est un tout petit peu un chouïa plus que ça, mais c'est 5% grosso modo, les droits de mutation. Donc vous voyez, on est à allez, 80, on va être à 83 quoi, on va dire, sur 70 000. Donc, il y a un delta de 17 000 euros. Ok, ouais, c'est bien. Voilà, à la louche, hein, évidemment. Mhm. J'ai Kama, pas la calculatrice. Kama qui demande si je perds les enchères, quels sont les frais? Bah en fait, c'est les frais d'avocat, hein, c'est ça? Il y a Voilà. uniquement, voilà, les Non, frais d'avocat les frais de que l'avocat prend déplacement pour enchérir. d'avocat. Voilà. Donc c'est quoi? C'est une centaine d'euros, 100, C'est 150 entre euros. 100, alors ça peut être 100, la moyenne c'est 150 à 300. Sur Mhm. certains, à Paris, ça va être un peu plus cher. Ça dépend des cabinets d'avocats, c'est négociable. Ça veut dire que si on enchérit souvent, ben, l'avocat peut revoir ses honoraires à la baisse. Mhm. Voilà. Et puis si on le connaît bien, il peut éventuellement le faire gratuitement aussi si vous êtes quelqu'un de fort sympathique et que l'avocat l'est lui-même. Puis si on est déjà client du cabinet pour autre chose, pour ses affaires par exemple. Mhm. Une question de Mike au sujet de la formation qui dit jamais vu ce type de formation, bravo. Merci C'est vrai que beaucoup. moi non plus, j'avais jamais vu. Donc félicitations Guillaume. Et il demande si on peut réfléchir. Alors moi j'aurais tendance à dire euh, profite quand même de l'offre. Là on fait une offre exceptionnelle ce soir avec vraiment euh, énormément de valeur. Donc je dirais ce que je t'invite à faire c'est à nous rejoindre. Et puis après tu as 15 jours de réflexion, tu as la garantie satisfait ou remboursé. Si t'es pas Ça te laisse satisfait, voilà, c'est ça. Voilà, si ça te laisse le temps de réfléchir, si tu vois que ça correspond pas, tu nous envoies un mail, soit à Guillaume, soit à moi. Et puis voilà. Mais Bah, j'allais dire, voilà, pour aller dans ton sens, Eric, est-ce que tu peux réfléchir? Bien sûr, il n'y a pas de souci, la formation va pas disparaître. Par contre, tu vas perdre les bonus qui sont liés à Eric et à la conférence de ce soir, et puis le tarif, effectivement, qui sera plus le même derrière, nécessairement. Parce qu'en plus, c'est l'offre de lancement de la formation sous cette forme-là. voilà, je pense qu'on a fait le tour des. Ah non, il y a une nouvelle question de. Ça fuse les questions là. Je vois qu'il y a Ouais, vraiment, mais c'est, il bah, y a tant mieux, vraiment très bien, ça fait un plaisir. intérêt. Je suis très très content de cette conférence parce que je vois qu'il y a un vrai intérêt. Fabien qui demande est-ce que cette méthode est connue et répandue? Alors moi je la connaissais pas. Moi ça fait 19 ans que j'investis et je la connaissais pas. Donc alors certains la connaissent, mais c'est quand même assez rare hein, quand je discute avec d'autres investisseurs. Ouais. Mais est-ce que c'est connu? Je vais dire la réponse oui, parce qu'on a tous plus ou moins entendu parler de ça. Par contre, est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce qu'on a développé des techniques pour le faire? Ça, la réponse est non. Ça, c'est sûr. Mm. Ensuite, on a combien de temps, à votre avis, avant que les prix rejoignent ceux du marché? Peut-être. Ils les rejoindront pas. Très clairement. Il y a des prix, encore une fois, ce sont des enchères, donc la vérité d'une vente n'est pas celle du lendemain. Et Mm. il faut prendre chaque bien pour ce qu'il est, prix indépendant. Il n'y a pas une vérité de marché, il n'y a pas un prix moyen aux enchères où je peux vous dire, ben, sur tel secteur, un studio va se vendre tant. Mais Euh, je, il f- Ouais, je vas-y, crois pardon. mais je crois comprendre aussi un peu la question de Fabien, c'est qu'aujourd'hui, hein, bon, moi je me rends compte, c'est pas une méthode que beaucoup de personnes utilisent ou maîtrisent.
Et en fait, ta question, c'est voilà, si Ouais, si on le vulgarise comme ce qu'on est en on train de comprend. faire, au bout de combien de temps une majorité d'investisseurs vont l'utiliser? Justement, là, bon, ça, on peut pas répondre à la question. Mais en tout cas, c'est le bon moment aujourd'hui pour l'utiliser parce qu'effectivement, elle est peu connue. Après, on ne sait pas ce qui va se passer si elle va être utilisée par tout le monde dans 5 ans. Ça, on peut pas le dire. Mais c'est Non. vrai que c'est toujours mieux quand on a des méthodes efficaces comme ça, c'est de se positionner au départ parce qu'on a beaucoup plus Ouais, puis ce que je de peux dire gains. aussi, c'est que je pense, c'est mon avis personnel, qu'il va y avoir dans les mois et les années qui viennent plus de biens à vendre parce que on vit une période compliquée et qu'il risque d'y avoir des liquidations d'entreprises parce que pour l'instant l'URSSAF a encore, alors là c'est très pro, c'est mon côté huissier encore, mais l'URSSAF a suspendu tout le recouvrement depuis 3 ans de ces échéances en retard, les périodes qui avaient été suspendues. Ils n'ont pas lancé, les gens qui n'ont pas repris les paiements, qui n'ont pas payé, il n'y a pas de procédure en cours. Le jour où l'URSSAF va avoir besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et je pense que ça va pas tarder, croyez bien qu'il va y avoir des problèmes malheureusement dans les sociétés qui avaient déjà des soucis, donc il va y avoir des biens par les liquidations judiciaires. Et puis aussi, on voit que le marché immobilier devient un peu compliqué, que les conditions d'octroi des prêts sont compliquées, donc que les investisseurs qui se sont mis au taquet, qui y ont été avec beaucoup de biens et qui, en termes de trésor, n'ont pas nécessairement ce qu'il faut pour faire face aux sorties ensuite de taxes à payer, d'impôts, etc. Parce qu'au début, c'est facile, et puis les taxes, elles viennent avec un petit peu 1 an ou 2 ans de décalage, peut-être les premiers travaux à faire sur le bien qui n'étaient pas prévus, difficulté à rembourser l'emprunt, donc saisie et donc des biens aux enchères. Donc, je pense, à mon avis, qu'il va y avoir plus de biens et que ça peut peut-être lisser finalement les nouveaux arrivants, le nombre de nouveaux arrivants. Mm. D'ailleurs, on le voit dans certaines régions. Enfin, tu me disais au centre, au centre de la France, on voit qu'il y a peut-être certaines faillites ou des qui arrivent. Ouais. Ouais. Donc une question de Fabien en fait c'est pas une question, c'est Fabien, c'est un peu comme les softwares d'automatisation en location courte durée, de plus en plus de gens l'utilisent et ça risque de faire baisser les marges. Tu as bien compris ma question, Eric. Oui, c'est vrai que il y a 10 ans, on faisait la location courte durée, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est quelque chose qui évolue de plus en plus vite. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour apprendre et pour être efficace aujourd'hui en 2022-2023. Mike qui demande, OK, on engage l'avocat, si on rate une vente, peut-il repartir sur une autre vente juste après où les frais d'avocat sont juste pour une vente? J'imagine que peut-être qu'il pose la question s'il y Alors, a plusieurs ventes au tribunal le même ouais, jour. il y a une vente de plusieurs lots le même jour qui vous intéresse. Alors ça, c'est à voir avec l'avocat. Certains avocats vont vous prendre plus cher parce qu'il faut signer plusieurs mandats, donc un peu plus de paperasse. J'aime pas trop ce genre d'avocat, moi personnellement. Et la plupart des avocats ne vont vous prendre qu'un seul honoraire, qu'ils aillent enchérir pour un bien ou pour 2 ou 3 biens le même jour, tout simplement parce qu'ils considèrent que ce qui justifie leurs honoraires, c'est le fait de se déplacer et d'aller enchérir pour vous à une audience à laquelle ils ne seraient pas nécessairement allés sinon. Donc s'il n'y a pas de vérité absolue, là encore, c'est à voir avec l'avocat. Ok. Mike qui dit à la fin du DPGE, et je confirme, je pense que les biens Ouais. aux enchères vont exploser. Ouais, Effectivement, il y a le PGE aussi qui joue, qui va jouer sans doute pour beaucoup dans la balance, oui, effectivement. Ouais. dans d'autres pays, enfin en Allemagne, on voit beaucoup de faillites. Là-bas, ils n'ont pas les mêmes boucliers fiscaux que chez nous. Mais là, on va voir les prochains mois, ça va sans doute. Alors Fabien qui demande, est-ce que tous les aspects de trésorerie, gestion d'entreprise sont compris dans la formation, dans le module d'Eric? Donc je pense que tu parles de la formation sur créer et développer sa société. Alors en fait, je donne les détails des différents régimes fiscaux et je donne des exemples également de calcul de fiscalité, par exemple pour tout ce qui est les amortissements et tout ça, je donne les détails et j'explique comment calculer avec des exemples. Pour tout ce qui est gestion d'entreprise, donc là je montre des exemples également de calcul de rentabilité et puis euh, je, je donne des critères pour choisir les biens de manière à ce qu'ils soient rentables pour que l'entreprise soit bénéficiaire. Je parle également des taxes, voilà, de toutes les dépenses qui sont liées à la gestion d'entreprise et donc c'est détaillé. Donc je sais pas si ça répond à ta question, Fabien, mais en tout cas le détail est donné.
Donc en fait, quand vous suivez la formation, vous avez tous les outils pour vous aider à choisir le meilleur type d'entreprise ou le meilleur régime fiscal qui correspond à votre situation, parce que chaque situation est différente. Donc vous avez tous les éléments pour prendre vos décisions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. On va peut-être encore attendre quelques minutes s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes ou autres où je peux répéter ce que j'ai déjà dit, ça m'ennuie pas du tout, bien au contraire. Ok. Donc Fabien, oui, en fait, le but c'est d'optimiser une SARL de famille déjà créée. Ouais, c'est vrai que là, il y a des aspects particuliers pour la SARL de famille. Donc c'est des fois, il y a même certains comptables font des raccourcis et ça demande quand même d'optimiser les choses. Surtout sur ce type d'entreprise, il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc il faut faire les bons choix pour éviter d'avoir à payer des taxes pour rien, quoi. Donc ça, c'est important. Effectivement, on en parle dans la formation, la SARL de famille. Ouais, je vais peut-être juste faire un rappel sur... ah voilà. Mike, on va voir si on enregistre on essaye d'enregistrer, donc si tout se passe bien, ça sera peut-être possible de revoir la conférence. Faut être très très gentil avec Eric, ça c'est Eric qui décide. Et j'ai pas la main là-dessus. Charlie qui dit que lui, il a déjà acheté 2 maisons neuves et 4 Bravo. appartements, donc c'est déjà bravo, ouais. Kama qui dit qu'il s'est formé mais pas encore acheté, bah, ça sera certainement l'occasion, je C'est la l'espère. première étape de toute façon de Voilà. se former, c'est clair, c'est indispensable. Et Kama, t'hésites pas aussi à revenir vers nous quand tu as fait ton premier investissement pour nous informer. On est toujours très heureux d'apprendre ça et de C'est partager clair. ça. Yann qui dit, je suis à 13 biens sur Mulhouse, Strasbourg et Toulon. Ah tiens, Bravo. intéressant. Toulon, c'est une erreur de parcours ou... C'est pas mal quand même. Ça Ah permet oui, c'est très d'avoir... très bien. Non, mais c'est parce que Mulhouse et Strasbourg, il y a une certaine proximité. C'est vrai que Toulon, c'est très très loin pour le coup. Mais il y a la mer. Et ouais, non, mais bon, après, J'ai déjà pensé à Toulon. J'ai déjà j'y pensé. vois plein d'avantages aussi, effectivement. Non, c'était plus sur la distance. Fabien qui a acheté 3 investissements, un premier en défisque Cellier, un en LCD avec gestion d'un autre. Ok, donc Yann, il vit à Toulon et il investit dans l'Est. Bravo Yann. Ok. Mike est intéressé car tout acheté en nom propre et pas en société, cet appartement en 2021. Bien joué, Ouais, bravo. bien T'es pour devenu papa, 2021. Mike, peut-être récemment? C'est ça qui t'a... Pardon? Je demande à Mike s'il est devenu papa récemment et si c'est la raison qui l'a poussé à acheter cet appartement en une année, comme moi C'est j'ai ce que pu tu le avais faire. fait toi en Ouais, fait, quand c'est tu étais ça. papa. C'est ça, D'accord. 9 la première année, ouais, Ok. pour rattraper mon retard. Audrey qui dit plusieurs biens effectivement. Alors je crois connaître Audrey, hein. Et en ce moment, je me concentre sur les ventes à terme, notamment pour ne plus être bloqué par la banque. Ok, très bien. Euh, Jean-Louis qui a acheté 8 lots dont 2 immeubles, loupé une enchère la semaine dernière sur Agorastore. Ah ok, c'est Ok. pour ça que tu posais la question alors. Ouais. D'accord. Audrey, Toulon, belle base militaire et bel axe entre la France et l'Italie. Parle-en à Serge de Sario, oui, c'est un ami commun ouais, qu'on connaît, qu'on a rencontré à Marseille, D'accord. qui est aussi un méga investisseur. Yann, je suis un Alsacien en mal du pays. Ah oui, c'est sûr, hein. Quand on a nos racines. Karim, on a essayé la vente par mandataire judiciaire la semaine dernière. C'était une vente sous pli cacheté. On a voulu Hmm. jouer avec une offre en dessous de l'expertise, mais on s'est fait doubler par un marchand de biens. Peut-on faire des offres directement au mandataire avant la mise en vente au tribunal, s'il vous plaît? Alors, ça dépend des mandataires, je vais dire. Ça dépend des mandataires, ça dépend des stades de procédure. C'est possible dans l'absolu, oui, parce que en fait, le mandataire, du coup, ce sera pas une vente judiciaire à proprement parler. Ce sera pas une vente aux enchères ou une vente sous pli comme ça. Donc c'est toujours possible et du coup, ce sera plus ou moins avec l'accord de la personne qui fait l'objet de la procédure de liquidation.
Ok, Ça dépend pour beaucoup du mandataire. ça marche. Ah, ça fait plaisir de lire vos commentaires. Ça fait... Voilà, Mike, j'avais raison pour protéger sa famille. Bravo, ouais. félicitations à toi, je te comprends. Ok. Bon, bah écoute, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on vous rappelle que vous pouvez encore ce soir jusqu'à minuit rejoindre l'offre spéciale. Et puis j'espère que cette conférence vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est vraiment bien amusé et on a passé un très bon moment. Ouais, Karine, merci pour votre retour. Oui, bah, avec plaisir, merci à toi Karine. d'être là. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Guillaume? Oh, j'aurais des tas de choses à ajouter, moi, tu sais, mais, mais non, je pense que on va laisser tout le monde tranquille. Je suis content qu'il y ait eu des questions et d'avoir pu y répondre. J'espère que ça a été efficace pour vous. J'espère que ça vous a motivé à vous intéresser à ça. Alors, à ceux qui vont acheter la formation, tant mieux. À ceux qui l'achèteront pas et qui vont y aller tout seuls aussi, voilà, faites-vous plaisir. Hmm. Mike qui dit, je Et dois faire des arbitrages en 2023 et des ventes, et ensuite je vais acheter à nouveau, donc formation m'intéresse. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait en 2022 et 2021, j'ai fait des arbitrages, j'ai revendu certains biens, et maintenant je suis de nouveau acheteur. Stéphane, je me suis déjà intéressé aux enchères, je suis en pleine rénovation vers quelques problématiques à gérer en ce moment. Des reventes à mon actif, une SCI de famille, etc. Angoulême, La Rochelle, c'est ce qu'on disait, on a des investisseurs qui ont déjà, hum. qui ont déjà une expérience. Et félicitations Stéphane, en tout cas, pour... Oui, bravo, hmm. bravo, bravo. Jean-Louis, qu'on est obligé de passer par un avocat local pour acheter, je crois que Absolument. c'est ce que tu avais dit, hein, on ne peut Ouais, pas c'est ce que prendre... j'ai dit. Ouais, ouais, c'est une obligation légale. Pour le coup, aucun moyen de faire autrement. Hmm. Merci Audrey, ça me va droit au cœur ce que tu dis, parce que je sais qu'Audrey, elle fait aussi des conférences, et elle nous félicite pour la belle conférence. C'est Merci très à gentil, vous merci deux. beaucoup. Mais je pense qu'on va conclure sur cette belle note, sur ce Mm. beau commentaire d'Audrey. Merci à tous pour votre présence ce soir et votre belle énergie, vos questions très intéressantes. Merci à toi Guillaume pour avoir partagé ton expérience, tes connaissances. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir tout organisé, tout géré. J'étais dans un fauteuil, donc c'est très agréable. Et merci à tous surtout d'avoir été là et de votre accueil agréable, de vos questions. C'était super. J'ai passé un super moment. Partagé. Bonne soirée à tous, à bientôt et on se retrouve très bientôt. Salut Guillaume.